Le fait de s'alcooliser de manière très intense, donc on parle de 4 à 5 verres en moins de 2 heures, ça a les mêmes répercussions sur le cerveau que l'alcoolisation chronique, voire même pire. Donc bonjour, je suis Geoffrey, président et cofondateur de Quit, et je vous présente le deuxième épisode de Sans filtre. C'est un épisode un peu spécial, on va parler plutôt de l'alcool plutôt que de la cigarette, donc on fait ça en collaboration avec Sobero, qui est notre deuxième application, et on reçoit donc Delphine Pi, qui est psychologue, autrice, conférencière, ancienne entrepreneuse, voilà, et créatrice de contenu, et qui on va échanger sur le sujet de l'addiction à l'alcool. On va aborder pas mal de thèmes, ce que c'est être alcoolique, comment on peut identifier les signes, comment on peut résister, quelles conduites on peut adopter pour s'en sortir, etc. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de l'invitation. Effectivement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça important de faire de la vulgarisation pour sensibiliser, prévenir, notamment auprès d'une audience assez jeune. Donc l'alcool aujourd'hui, c'est très présent dans les sociétés. La France en particulier est un pays où la tradition liée à l'alcool est très ancrée. Les événements sociaux sont célébrés en général avec le fameux champagne. Et on envoie toujours un message qui dit boire avec modération. Mais du coup, ça veut dire quoi, ce avec modération? Alors modération, c'est quantitatif. Donc effectivement, il y a des normes qui ont été établies. C'est 2 verres par jour max, pas tous les jours. Et ça permet en fait de limiter les risques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'alcool, le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que chaque verre d'alcool est une prise de risque. Mais on estime qu'en dessous de ce seuil-là, on est sur une acceptation du risque qui est minime. Je préfère l'idée de consommation raisonnée. C'est-à-dire là, c'est plutôt qualitatif, c'est-à-dire rester libre de sa consommation, faire des choix éclairés, avoir aussi la possibilité de dire non quand on n'a pas envie et de pouvoir boire par envie, par plaisir, sans être obligé par cette pression sociale ou par cette dépendance aux produits. Et donc pour ces normes, parce qu'on parle souvent de ces normes, de cette quantité qui est 2 verres par jour, pas tous les jours, qui sont recommandations de l'HAS. J'ai lu récemment des études de 2023, canadiennes en particulier, et qui sont sorties pendant le mois sans l'Octobre Rose, qui montraient qu'en fait, dès un verre par semaine ou dès le 2e verre dans la semaine, il y avait des augmentations de risque de certains cancers. Donc là, on est quoi? Donc finalement, est-ce que les normes sont trop tolérantes ou est-ce que c'est exponentiel après justement ces 10 unités, on va dire, par semaine? Je pense qu'il y a vraiment une pression déjà commerciale et un lobby autour de l'alcool, ça c'est indéniable. Après c'est vraiment très ancré dans notre culture et je pense que interdire c'est souvent contre-productif. Oui, oui. Donc je crois que le message de santé préfère être dans la prévention du risque aujourd'hui plutôt que dans l'interdiction totale. Et il y a eu certaines expériences d'interdiction totale de l'alcool qui ont été au contraire vraiment contre-productives parce que ça entraîne des comportements de compensation derrière, etc. Et plus on interdit quelque chose, et plus on le rend désirable. Il y a eu un mécanisme un peu de réactance en fait. Dès qu'on se sent privé de notre liberté, on a envie de la récupérer. Donc je pense que d'être sur effectivement une information du risque, donner vraiment le plus d'informations, d'éducation thérapeutique et d'aider les gens à consommer de manière raisonnée et de manière modérée, ça a plus de sens parce que le message va être plus porteur. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, l'alcool c'était tous les midis dans les entreprises, même des fois dans les cantines. Voilà, on pouvait boire à la maternité pour de la bière, pour les montées de lait, etc. Aujourd'hui, on est sur le zéro alcool au niveau de la grossesse. Et ça, c'est un message qui est vraiment passé. Oui. Mais je pense que si on est vraiment dans cette interdiction totale, ça peut braquer en fait la population. Mais du coup, il faudrait peut-être juste changer les messages sur les bouteilles, plutôt changer le fameux boire avec modération et mettre boire est dangereux pour la santé, quelque chose qui est similaire au message sur les paquets de cigarettes, quoi. Oui, mais d'ailleurs, ces messages sur les paquets de cigarettes, on sait qu'ils provoquent de l'anxiété, une dissonance cognitive qui va pousser à vouloir supprimer cette émotion en fumant. Oui, donc voilà. C'est vrai, j'avais vu ça aussi. Dans les messages de prévention, c'est vraiment extrêmement dur de se positionner. Moi, je ne suis pas assez spécialisée là-dedans pour savoir, mais c'est vrai que je pense que ça évolue, mais ça évolue doucement. Oui. De toute façon, au niveau des populations, c'est très difficile de les changer brusquement. On ne peut pas claquer des doigts et imposer quelque chose, quoi. Absolument. Pourquoi est-ce qu'il faut boire de l'alcool avec modération, Qu'est-ce qui est dangereux finalement pour le corps dans le vin, dans l'alcool, dans la bière? Et est-ce qu'on peut appeler ça un poison?
Alors oui, c'est un poison dès lors que c'est un neurotoxique qui modifie tout le fonctionnement de notre corps. Il y a différents risques, déjà à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, sur l'alcoolisation aiguë, bien, quand on boit, on prend des risques. Déjà, si on conduit, on peut avoir plus de risques d'être agressé sexuellement, ou plus de risques aussi de disputes, de bagarres, des risques de chute, ça paraît bête, mais c'est vrai que des chutes dans l'escalier, etc. On sait que 30% des accidents graves de la route sont dus quand même à l'alcool. Donc voilà, déjà rien que sur quelques verres, sans parler de dépendance, comme il y a un effet au niveau du cerveau, on a moins de réflexes, le cerveau marche au ralenti, et bien effectivement on peut avoir cette prise de risque importante. Ensuite, il y a des risques, forcément, s'il y a une alcoolisation vraiment trop massive, il peut y avoir des risques pour sa vie. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au coma éthylique. Alors souvent, quand on voit un jeune qui, en soirée qui dort, on peut se dire il dort, il a besoin de récupérer. Des fois, c'est pas qu'il dort, c'est qu'il est en coma ou en pré-coma. Donc c'est important de voir s'il peut se réveiller. Important de le mettre en position latérale de sécurité, de ne pas le laisser seul, de ne pas le forcer à vomir, de ne pas le forcer à boire, et d'appeler les secours s'il y a besoin. Parce qu'une seule grosse alcoolisation peut amener à la mort. Il faut quand même s'en rappeler. Ouais, la chute dans l'escalier, oui, je peux témoigner. C'était un des déclencheurs pour moi. On est tombé dans l'escalier chez des amis et je m'étais fracturé le dos. Et donc quand je me suis retrouvé en bas de l'escalier et que je me suis vaguement réveillé et que je me suis dit qu'est-ce que je foutais là, j'ai quand même essayé de bouger mes pieds bougeaient, mais au début je me suis dit ça y est, je suis handicapé, quoi. Et ma femme qui m'a vu en haut des escaliers, elle pensait que j'étais mort. Pendant quelques microsecondes, elle m'a vu étalé par terre. Donc oui, la mise en danger, oui, c'est sûr, c'est pas très drôle. Et effectivement, des ados qui boivent trop et qui se retrouvent en coma, oui, on a beaucoup trop, quoi. Enfin, c'est assez fréquent aujourd'hui. Et puis avec les nouvelles boissons encore pires qui sortent, l'espèce de les shots à 20 degrés là, qui sont présentés comme des energy drinks, alors qu'en fait ils sont très très dangereux, quoi. Tout à fait. Il y a le marketing qui se mêle un petit peu à tout ça. Donc dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle l'alcopop. Et ça me rappelle pas ça. Il y a un autre nom pour ces boissons très très sucrées, mélangées à effectivement des excitants. C'est pour tenir, pour aussi faire passer le goût de l'alcool pour les jeunes, parce que le goût de l'alcool, c'est quand même des fois c'est un signal aussi de notre corps en disant « Oula, c'est un peu sérieux ». Mais quand il est accentué avec le sucre, mélangé avec du sucre, eh bien, on a l'impression finalement de boire un soft, et ce qui peut augmenter le fait de la quantité. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on boit de l'alcool, donc on va boire plus vite, notamment si c'est froid, quand on met des glaçons, etc. Quand vraiment la boisson est fraîche, eh bien, ça anesthésie un petit peu la bouche, donc on sent moins l'effet immédiat, donc on va boire plus et plus vite, et donc arriver à une ivresse plus rapidement. Donc effectivement, on parlait beaucoup de modération, ou de boire avec, c'est quoi le mot que tu utilisais? Raisonner. Avec raisonner, mais donc au final, pour comprendre ces consommations-ci, il faut comprendre ce que c'est les unités d'alcool dont on vous parle. Donc c'est à quoi ça correspond? Parce qu'on dit 2 verres par jour, mais est-ce que tous les verres sont égaux, ou du coup c'est quoi une unité d'alcool? Quand on parle de verres, on parle de verres standards, donc tels qu'ils sont servis dans les bars. Donc c'est effectivement pas la même chose de se servir un grand verre comme ça de vodka. En fait, chaque verre standard est à peu près équivalent à 10 grammes d'alcool. Donc c'est une flûte de champagne, un verre de vin, un shot d'alcool fort. Donc voilà, il y a vraiment toute une équivalence. Dès lors qu'on est dans un cocktail, par exemple, et là, les unités peuvent s'additionner très très vite. Oui, surtout que donc, donc voilà, quand on parle de 2 verres, c'est les verres qui sont servis dans les bars, quoi. Donc même au niveau des cocktails, on va vous imaginer entre un cocktail qui mélange plusieurs alcools, il y a plus d'alcool que dans un cocktail avec mono-alcool, quelque part. Ça dépend. Après, ça dépend aussi de quel type d'alcool. Il y a des bières, par exemple, qui sont plus fortes que d'autres, mais c'est pas équitable vraiment de manière stricte, mais c'est un repère qui peut aider quand même. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de bon alcool et de mauvais alcool. L'alcool, c'est de l'alcool. Peu importe, le cerveau, le foie, il ne fait pas la différence entre du vin. Oui, mais je suis d'accord, parce qu'il y a des députés qui disent que le Châteauneuf-du-Pape, c'est pas de l'alcool, quoi. Enfin, quelque part. Mais aussi. Oui, je sais, je suis au courant, mais qui disent c'est pas le même. Ils dissocient certains types d'alcool pour faire comme s'il y en avait qui étaient plus graves que d'autres, mais au final, ils sont
sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et je crois même qu'en Russie, jusqu'en 2011 ou 2012, la bière n'était pas considérée comme de l'alcool. C'était considéré comme un aliment. Je crois qu'en Belgique, c'était aussi des choses un peu similaires. Ah oui. En dessous d'un certain niveau, en dessous de 5%, c'était pas de l'alcool. Voilà, Oui. ça compte pas comme le cidre, peut-être chez nous aussi. Souvent, quand on ne boit pas, les gens disent « mais même pas du vin Ouais. ». Comme si c'était finalement comme de l'eau, quoi, le vin. On a aussi souvent, quand on dit aux gens qu'ils peuvent avoir des consommations un peu excessives, ils vont sortir l'exemple du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle, du tonton, de la tante qui buvait beaucoup et qui a vécu très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Et que, effectivement, c'est une histoire individuelle, il y a toujours des exceptions, mais que quand on regarde quand même les chiffres, c'est assez parlant de tous les décès qui sont liés à l'alcool tous les ans, du fait qu'on prend plus de risques de cancer ou de maladies. Donc on prend des risques pour notre santé, mais c'est vrai qu'individuellement, une personne peut passer entre les mailles du filet. Alors on va parler un peu plus des mécanismes psychologiques maintenant, et donc pourquoi et comment l'alcool devient une addiction finalement? C'est quoi les mécanismes dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Donc dès lors qu'on consomme un verre d'alcool, ça va mettre à peu près 8 à 10 minutes avant d'arriver au cerveau, donc ça passe par le sang, et ensuite ça arrive dans le cerveau. Et ça va perturber en fait tout notre système de fonctionnement normal. C'est-à-dire que les GABA vont augmenter, c'est ce qui amène le calme et la relaxation, c'est aussi pour ça que ça fait du bien, qu'on se sent détendu, etc. Et parallèlement à ça, il y a le glutamate qui va descendre, et ça c'est un excitant. Donc en fait, c'est pour ça qu'au départ, ça calme, c'est doux, c'est agréable, et ça en fait, ça va s'ancrer aussi dans notre système de la récompense. Oui. C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait pour nous aider à survivre. Donc il y a un système hyper pratique. Quand on fait quelque chose qui est bon pour notre survie, ça va envoyer de la dopamine et donc du plaisir pour nous encourager en fait à refaire ce comportement. Sauf que l'alcool, ça perturbe ça, c'est-à-dire que c'est presque 200 fois plus efficace pour la dopamine. Donc voilà, donc vraiment c'est énorme et du coup ça va entraîner cette envie d'y retourner, voire même cette envie par anticipation. C'est ça qui est piégeux dans l'alcool, c'est que oui, quand on boit, ça active le circuit de la récompense, mais quand on anticipe de boire aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des cravings en fait. C'est-à-dire que déjà rien que le fait de se dire ce soir il y a une soirée, je vais boire, ça déclenche du plaisir en amont. Ah oui. Et ça encourage à la consommation. Donc ces deux choses-là vont faire que de plus en plus, on va avoir envie de boire, on va prendre du plaisir à boire. C'est ce qui entraîne de la dépression le lendemain, des crises d'angoisse ou en tous les cas un état d'inconfort qui peut durer 2 à 3 jours. Et comme on est moins bien et qu'on se sentait si bien avec l'alcool, on peut aussi recommencer à boire. Donc il faut savoir que c'est vraiment une spirale un petit peu infernale, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vraiment des circuits neuronaux qui se créent, un conditionnement. C'est-à-dire quand je bois, je me sens bien, je suis un peu mieux avec les autres, je suis désinhibée, j'arrive plus à aborder les filles ou à faire des blagues ou à danser. Donc ça va s'auto-renforcer et par rapport au comportement, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et est-ce que c'est parce que souvent avec une cigarette, on peut fumer une cigarette et certaines personnes sont accros ensuite à la nicotine, parce que ça va très vite. Est-ce que là, l'alcool, du coup, il faut peut-être consommer un peu plus de fois pour que ça arrive, ou ça peut aussi arriver après une consommation d'alcool, les gens étaient tellement bien qu'ils entrent tout de suite dans l'addiction? Non, c'est un phénomène qui est plus long et il y a un système un peu de tolérance, c'est-à-dire qu'après, pour obtenir les mêmes effets, on a besoin de plus de quantité et c'est ça qui va être piégeux aussi. Et souvent, on a l'impression que sans l'alcool, on ne peut pas être bien en soirée. Et moins on l'expérimente, le fait de faire une soirée sans alcool, et bien moins on s'en sent capable parce que moins on a développé de compétences d'affirmation de soi, de régulation des émotions. Donc voilà, il y a vraiment tout un circuit qui va être désorganisé. Ça a aussi un impact sur le cortex préfrontal, donc tout ce qui est prise de décision. En fait, c'est le chef d'orchestre de notre cerveau, ses fonctions exécutives, tout ce qui est de l'idée de la tâche jusqu'à la réalisation de la tâche, donc la motivation, la planification, la concentration, et tout ça va être perturbé. Donc temporairement, mais plus on boit, plus il va y avoir des répercussions là-dessus, et notamment chez les jeunes, parce que le
cerveau est en construction jusqu'à 25 ans. Donc déjà à la base, leur cerveau préfrontal, leur cortex préfrontal n'est pas encore mature parce que c'est ce qui se mature en dernier. Mais en plus, si on va mettre du bazar là-dedans, en fait, il peut y avoir des répercussions aussi vraiment sur le long terme, sur le cerveau adulte ensuite. Qui sont réparables Ça dépend. Réparables, pas toujours, non. Parce que c'est physique, quoi. C'est Voilà, pas psychologique. Là, tout c'est à des fait. choses, c'est le cerveau est endommagé, quoi. Voilà, donc il y a le plus souvent, il y a de la neuroplasticité, donc bien sûr le plus souvent après une diminution ou un arrêt de la consommation, il peut y avoir des améliorations, mais dans certains cas, au contraire, il peut y avoir des séquelles vraiment irréversibles. Et ce qu'on sait moins, c'est que le binge drinking, donc le fait de s'alcooliser ponctuellement de manière très, très intense, donc on parle de 4 à 5 verres en moins de 2 heures, ça a les mêmes répercussions sur le cerveau que l'alcoolisation chronique. Voire même pire, parce que dans l'alcoolisation chronique, en fait, notre cerveau et notre corps, petit à petit, s'adaptent à l'alcool et apprend à fonctionner avec l'alcool. Donc finalement, il n'est pas surpris de l'effet de l'alcool, il arrive à fonctionner avec. Alors qu'on peut se dire, si je bois qu'une fois ou deux dans le mois, mais beaucoup, ça a moins d'impact, c'est moins grave. Et non, parce que le cerveau, il n'est pas préparé, donc il se prend un peu un effet vraiment choc qui là peut avoir des séquelles. Donc là, tu parlais d'une grosse consommation, donc c'est un peu pour ça que certaines personnes, finalement, ceux qui disent ouais, moi je tiens bien à l'alcool, c'est des gens qui en fait boivent souvent, quoi, parce que ça augmente leur résistance. Après, j'imagine il y a aussi quand même des choses physiologiques, d'être un peu plus fort, d'être un homme déjà en particulier, le poids doit jouer, mais la consommation aussi. Oui, et il y a une différence aussi individuelle. Il y a des personnes qui tiennent effectivement mieux l'alcool et d'autres qui la tolèrent moins. Mais en fait, souvent, effectivement, c'est qu'ils consomment plus, donc que leur corps est plus habitué. Donc, c'est jamais un bon signe. Mais aussi, quand c'est vraiment une différence, je dirais, individuelle, c'est piégeux parce qu'on n'a pas les signes d'alerte sur la consommation. Si on tient bien l'alcool, et finalement, on peut se dire, il n'y a pas d'effet sur moi. Il n'y a pas d'effet délétère, sauf que si, en fait, ça n'a rien à voir ce qu'on ressent et ce que ça nous fait dans le corps. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce qu'il y a des prédispositions à devenir dépendant? Est-ce que certaines personnes ont plus de risques de devenir dépendants que d'autres? Alors déjà, on voit la première prise d'alcool, c'est bête, mais on voit un lien. Plus on a commencé ou plus on a goûté l'alcool tôt, et bien plus il y a des répercussions et des risques à l'âge adulte. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que souvent, moi à mon époque, je suis une vieille, mais on pouvait nous faire goûter le champagne à la fin du repas, etc. Très très jeune. Mais très très jeune. Moi je me rappelle quand j'ai accouché de ma fille, donc il y a 18 ans, quelqu'un voulait lui faire sucer le bouchon de champagne. J'ai dit mais alors là, jamais. Mais en fait, c'est quelque chose qui culturellement a pu exister et existe encore. Mon grand-père, il me mettait du vin rouge il faisait vin rouge avec de l'eau, quoi. Je n'ai pas de souvenir, donc je pense qu'il est mort quand j'avais 4 ou 5 ans, donc c'était avant 4 ou 5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus, mais c'était un peu de vin dans un verre d'eau, quoi. C'est ça, donc plus on a été en contact avec ce produit tôt et plus il y a des risques ensuite à l'âge adulte. Après, il y a aussi l'épigénétique, il y a des études récentes qui montrent que certainement, quand on a eu un parent qui avait des problématiques d'alcool, on a plus de risques de développer de l'alcool, nous aussi à l'âge adulte. Après, il y a aussi l'apprentissage. Quand on a vu nos parents boire un verre de vin, plus que ça, mais dans les repas, quand ça a fait partie en fait du paysage et que c'était habituel et que du coup, on se dit voilà, dans un repas, il faut de l'alcool. Les repas de famille, très arrosés en général, les fêtes, Noël, les anniversaires, etc. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'apprentissage. Donc plus on a été baigné dans un milieu comme ça, et même plus aussi on a de risques de le poursuivre à l'âge adulte. Et après, tout ce qui est marketing. Donc il y a des différences individuelles et on peut noter également qu'il y a certaines comorbidités, c'est-à-dire que souvent quand on devient dépendant, alcoolodépendant, il y a souvent quelque chose qui est caché derrière. Oui. C'est souvent un évitement émotionnel, donc quand on est par exemple déprimé ou quand on est anxieux, on s'en sert d'anxiolytique par exemple. Les personnes qui présentent un trouble déficit de l'attention, pareil, pour calmer leur cerveau, quand ce n'est pas diagnostiqué, peuvent facilement avoir recours à l'alcool parce que temporairement,
finalement, ça va venir réduire leur hyperactivité mentale et ça leur fait du bien, ça leur fait une pause, quoi. Donc, il y a vraiment un effet au départ qui est désiré par le produit et qui est très, très efficace au départ, mais qui entraîne ensuite une boucle infernale. Il faut traiter la cause autrement, quoi. Voilà, tout à fait. D'où l'importance de parler. Donc, s'il y a des gens qui, effectivement, se reconnaissent et utilisent l'alcool de cette manière-là, vraiment, n'hésitez pas à consulter ou en parler à votre généraliste ou consulter un spécialiste qui pourra un peu vous aider à aller mieux autrement qu'avec l'alcool. Pourquoi est-ce qu'on boit? Est-ce qu'il y a des motivations derrière la consommation d'alcool? Donc là, on a déjà des pistes qui est calmer dans certains cas les troubles d'attention, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres des raisons de boire. Oui, et ça c'est un élément important quand on commence à questionner sa consommation, c'est la fonction de l'alcool dans sa vie. Qu'est-ce qu'on recherche comme effet? Ça peut être l'ivresse, effectivement, ça peut être aussi d'être intégré au groupe, l'effet désinhibant, ça peut être l'effet calmant, ça peut être aussi vraiment par pression sociale. Donc c'est quelque chose qui est à rechercher systématiquement. Et je trouve que ce mois de janvier, ça permet aussi de se poser les bonnes questions par rapport à sa consommation. Est-ce que je suis capable de faire un restaurant sans alcool? Est-ce que je suis capable de faire une soirée sans alcool ou avec seulement 2 unités d'alcool? Et finalement d'aller venir expérimenter son rapport à l'alcool et de comprendre qu'est-ce qu'on vient chercher avec cette consommation. Et là, tu peux aussi le voir sur un point important, c'est vrai January, si certains veulent le voir juste comme une manière de boire beaucoup moins, ça marche aussi, le côté abstinence totale n'est pas forcément nécessaire pour se questionner et puis pour comprendre sa relation avec l'alcool. Donc c'est vrai que nous, le premier dry que j'avais fait, où j'avais finalement bu 2 fois pendant le dry, je n'ai pas non plus vécu comme un échec parce que par rapport à avant, c'était beaucoup de fois moins de consommation d'alcool que d'habitude. Donc de ne boire que 2 fois, de comprendre pourquoi ça s'était arrivé, ça m'avait permis ensuite le deuxième dry de le faire durer très longtemps. Toute réduction ou arrêt d'alcool est bénéfique pour le corps. Alors attention quand même aux personnes qui sont alcoolodépendantes parce que l'arrêt brutal sans suivi médical peut être au contraire très dangereux. Oui. Donc ça, si vraiment on se retrouve dans ces éléments de dépendance, il vaut mieux aller consulter son médecin. C'est quoi les symptômes du coup rapidement? Oui, tremblement, transpiration, ça peut vraiment amener jusqu'à un choc, quoi. Donc si le matin on se réveille en tremblant, qu'on a besoin d'unités d'alcool dès le matin, etc., il vaut mieux en parler. Oui, il faut tout à fait se faire aider. L'arrêt sans aide, c'est très très dangereux pour la santé, quoi. Voilà, très dangereux. Là, c'est de l'alcoolodépendance moyenne à sévère, et puis il y a de l'alcoolodépendance entre guillemets légère, ou le binge ou tout ça qui peut potentiellement. Là c'est bien de le faire. Mais, oui, et puis là on est dans la prévention en fait. Donc l'idée de se questionner sur les risques et sur sa propre consommation, parce que c'est vrai que sinon on a rarement l'occasion de se poser la question. C'est tellement dans la société ancré comme quelque chose de normal. C'est vraiment tellement normalisé que finalement, on se pose peu la question, voire même quand on se pose la question, on est un peu rabat-joie. Donc je trouve que ce mois de janvier, il permet aussi d'avoir une bonne excuse à refuser l'alcool. Ça permet de facilement, dans les événements sociaux, dire non, je fais le dry January, ça permet d'esquiver le côté, tu bois pas. Attends, moi j'ai été cette personne idiote qui disait à quelqu'un qui voulait pas boire, vas-y, juste un verre, t'es chiant. L'ayant été, je sais à quel point j'étais con et voilà. Donc, alors c'est pas être con parce que en fait, quand quelqu'un ne boit avec pas. Du recul, je me suis dit mais j'étais complètement idiot de faire le forceur comme ça, d'essayer d'insister. Je te trouve dur avec toi parce qu'en fait, ça se comprend, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne boit pas alors que moi je suis en train de boire, c'est un miroir, ça vient me questionner sur ma propre consommation. Et si l'autre ne boit pas, ça me renvoie au fait que moi j'ai un problème. Oui. Et donc c'est pour créer une illusion qu'il n'y a pas de problème. Ça vient déranger en fait et ça vient reposer la question à tout le monde sur ça. Sacrément alors parce que. Oui. Et puis si nos amis ne boivent plus, avec qui on va boire? Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'après, on perd des occasions de boire. Donc quand on est dépendant, on va chercher aussi des personnes avec qui... on invite plus souvent certains couples avec qui on sait qu'on va boire plus et puis après, nous, maintenant qu'on boit plus, c'est vrai que du coup, on est un peu moins invité. Mais même après, je rebondis sur quelque chose que tu disais au début sur les fêtes ou de rester longtemps dans les fêtes. Mais c'est vrai que quand tu ne bois plus, les soirées, au bout d'un moment, à 11h, j'ai plus envie d'y aller. Enfin, c'est plus très intéressant. Les gens commencent à être un peu alcoolisés, les conversations elles tournent en rond et puis c'est mieux d'être à la maison et de dormir. Oui, ou alors d'être entouré de personnes qui boivent de manière raisonnée aussi. Et du coup, donc tu as d'autres conversations et c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus profond en général. Et c'est pas des brèves de comptoir. Mais c'est ça qui fait peur, et notamment aux jeunes, c'est que ça fait le tri aussi dans les amitiés, dans les contacts, et que des fois on n'est pas prêt à faire ça. Ça maintient, bien sûr, oui.
On a envie d'être intégré, on a envie de faire partie du groupe et ça c'est quand même extrêmement humain, c'est normal. Donc de vouloir ramener les gens à la consommation, c'est un mécanisme un peu de défense qui nous protège de la réalité de ce donc, qui se passe. Finalement, si on fait beaucoup ça, c'est que quelque part, on devrait se poser 2-3 questions. Quoi. Oui. Voilà, donc la personne qui est le plus insistante sur pourquoi tu ne bois pas est peut-être celle qui exprime un mal-être au final, sans s'en rendre compte. Quoi, oui, peut-être. Alors après, il y a aussi le fait que des fois, il y a cette idée qu'on ne va pas profiter. Moi, je sais que mon ex-mari ne buvait pas d'alcool, mais du tout, par goût. Et dans les soirées, par exemple, dans les mariages, on lui disait, mais tu ne profites pas avec nous, trinque pour nous faire plaisir. Il y avait cette idée que s'il ne buvait pas, c'est comme s'il ne prenait pas part à la fête. Mais ça, je trouve qu'aujourd'hui, ça commence à changer. Il y a de plus en plus de boissons, justement, qui sont faites pour les personnes qui ne boivent pas. Et on est moins marginalisé avant, où il y avait juste le coca ou le jus d'orange. Maintenant, il y a vraiment aussi plusieurs autres propositions pour les personnes qui ne boivent pas. Oui, beaucoup d'alternatives. J'étais à un mariage d'amis qui ont fait, il y avait du vin sans alcool, du vin avec alcool, à l'apéritif il y avait du champagne avec et sans. Donc en fait, les gens qui buvaient pas d'alcool, ils se sentaient, ou qui voulaient juste alterner, en fait c'était beaucoup plus simple. Et de toute façon, finalement le verre, quand il est rempli avec un liquide qui ressemble à du champagne avec des bulles, ou un vin rouge qui ressemble, les gens ils vous embêtent beaucoup moins. Parce qu'ils ne se disent pas, et ils ne boivent rien, ils trinquent, ils font la fête, ils célèbrent, les boissons sont quand même bonnes, et il n'y a pas l'effet néfaste. Oui. Et ce que tu dis, c'est important d'alterner, parce que ça aussi, dans la gueule de bois, donc les symptômes physiques du lendemain, il y a beaucoup de déshydratation à cause de l'alcool qui déshydrate, et du coup, c'est ce qui crée vraiment ce mal de tête, etc. Et d'essayer d'alterner en soirée un soft alcool, ça va limiter, voire diminuer cet effet gueule de bois du lendemain. Et un truc aussi important qu'on ne dit pas assez pour la gueule de bois, c'est surtout pas prendre de Doliprane ou de paracétamol, surtout pas. Voilà, j'ai fait faux toute ma vie, il n'y avait rien d'autre qui marchait. Il faut prendre quoi pour avoir mal de tête? Il faut attendre, il faut souffrir. En fait, c'est pas l'idée de souffrir ou de pas souffrir, c'est qu'en fait, quand on a été alcoolisé, on a mis notre foie à rude épreuve. Et le paracétamol, ça agit sur le foie, donc c'est comme si on lui rajoutait, pam. Donc ça, c'est vraiment le mauvais plan parce que ça peut avoir des répercussions vraiment sur le foie. Donc d'anticiper en prenant du paracétamol avant, pendant ou après, c'est vraiment très très mauvais. Donc il vaut mieux essayer de prévenir, c'est-à-dire dans l'idéal boire moins, mais si on n'y arrive pas, boire de l'eau ou des softs entre. Donc avant tu disais qu'il y avait plein de raisons entre guillemets différentes de boire, se désinhiber, vouloir danser, vouloir oublier. Du coup il y a différents profils de buveurs et puis après aussi des gens qui disent souvent où on dit d'eux, ils ont de l'alcool festif, ils ont de l'alcool triste, ils ont de l'alcool bagarreur. Et donc est-ce que l'alcool finalement a un effet différent en fonction de vous et de votre profil, quoi? Souvent l'alcool révèle ce qu'il y a déjà. C'est-à-dire si on est triste et déprimé, ça va montrer ce côté-là. Donc souvent l'alcool c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc on peut retrouver comme ça des profils. Ensuite c'est vraiment une question un peu de culture, la consommation. Et effectivement il y a différents profils. Donc les jeunes aujourd'hui boivent moins en quantité, mais boivent plus sur un événement par rapport à quand moi j'étais plus jeune par exemple. Et chez l'adulte, on voit une consommation qui peut être plus chronique et qui est différente chez l'homme et chez la femme, parce que chez l'homme c'est encore toléré. Voilà, un homme qui boit, on se dit oui c'est normal, quoi, il fait la fête avec ses copains. Chez la femme, c'est encore plus insidieux parce que c'est assez caché. Ça va être le soir, chez elle, seule. Une fois que les enfants sont couchés, il y a des décompression. Il y a eu du stress toute la journée, du boulot, du tunnel, devoirs, repas, etc. Et donc le petit verre du soir ou les 2 verres du soir, des fois c'est pas vraiment beaucoup en quantité, mais ça devient tellement régulier qu'on peut plus s'en passer. Et la dépendance, c'est aussi ça, c'est vraiment se dire la perte de liberté, c'est-à-dire on est obligé de consommer. Donc c'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question de liberté face à sa consommation. Oui, ou déjà à 16h on se dit vivement 17h je pourrais commencer à boire, et puis à chaque fois la bonne raison. Et puis nous on le voit par rapport aux femmes, effectivement. Donc dans ce bureau, on a une partie un peu communautaire et où les gens peuvent aussi parler avec un expert. Et du coup, on voit qu'il y a les femmes, elles expriment souvent ça, quoi. Certaines boivent même, genre il y en avait une qui disait que
Elle garait sa voiture, elle avait toujours des petites flaquettes d'alcool fort, elle en buvait une en cachette et elle rentrait chez elle. Et même son mari, il ne savait pas qu'elle prenait cet alcool fort tous les jours, quoi, une ou deux. Alors ça respecte les quantités, hein. C'est deux, mais c'était tous les jours, c'était chronique, elle ne pouvait pas s'en passer. Et ça lui permettait effectivement, sinon elle craquait, quoi. Enfin, donc il y avait des choses sous-jacentes, évidemment. Et souvent, toutes les femmes qui viennent, en tout cas dans Souvero, c'est souvent derrière un problème de couple un peu caché. Donc elle dit oui, je vais pas bien, mais ouais, je bois. Et puis mon mari, et souvent le problème du mari vient souvent. Et les hommes, après, eux, c'est souvent plus le professionnel, beaucoup de pression au boulot, des restaurateurs, ou des gens qui sont très liés à l'alcool, qui ne peuvent pas s'en passer, quoi. Et même récemment, il y a quelques années, il y avait une DRH comme ça qui, entre-temps, s'est assez impliquée sur l'alcool et qui, elle, c'était tous les pots d'entreprise où il fallait consommer. Et puis un jour, elle était tombée, elle faisait un discours, elle était tombée. Je crois qu'elle avait écrit un bouquin, tout ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était assez intéressant. C'est vrai que quand on voit les séries, je suis en train de regarder Peaky Blinders, ils passent leur temps à boire, quoi. C'est encore pire, autant Mad Men, ça m'avait déjà choqué. Mais là, Peaky Blinders, c'est juste, je pense que toutes les 3 secondes, il y a une scène où ils prennent du whisky, du gin, de la vodka, ce que vous voulez, de la vodka. Voilà, c'est assez ahurissant. Et donc de séries qui montrent un peu que l'alcool, c'est le comportement à avoir pour un homme, même où les femmes sont comme ça. Et donc c'est vrai que c'est aussi difficile de le dire comme ça, quoi. Oui, puis ça peut aussi déclencher des envies, c'est-à-dire que quand on voit le verre, tout de suite, là encore, ça active le système de la récompense et ça crée une envie de boire. Alors il faut savoir que l'envie de boire, généralement, ça dure un quart d'heure. Donc des fois, on se dit, je suis obligée. Et c'est vrai que le craving, il peut être hyper important. Il peut donner cette envie impérieuse là, de boire vraiment maintenant. Mais on sait que si on essaie de différer en faisant par exemple de la régulation émotionnelle, en s'occupant aussi, en faisant de la distraction, au bout d'un quart d'heure, ça va être beaucoup moins important et on va réussir à dépasser ça. Ouais, j'avais jamais autant vidé le lave-vaisselle que au début du pseudo-sevrage. Le soir, je rentrais et du coup, c'était de la vaisselle, c'était mon ami. Ou l'éponge aussi, c'était mon ami pour nettoyer du coup des choses qui étaient déjà propres. Mais oui, s'occuper quoi. Ça me faisait passer 20 minutes où j'avais l'impression que c'était utile. Ou faire plus la cuisine ou tout ce que vous voulez. C'était très utile. Ouais. Donc on dit souvent qu'on boit pour se désinhiber. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà un peu dit, mais tu peux peut-être revenir dessus sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on boit? Ça lève toutes les barrières en fait, d'inhibition, donc ça calme l'anxiété, donc la timidité, et on va moins être donc, dans les fonctions exécutives, ça va plus faciliter le passage à l'action. Mais il y a un revers, c'est-à-dire que le lendemain, on peut avoir honte de ce qu'on a fait. Donc ça désinhibe, mais si on est trop désinhibé, parce que plus on va boire d'alcool, plus l'effet va être important, le lendemain, on peut avoir honte, et c'est aussi ce qui entraîne le fait j'ai honte, je bois, etc. Il y a aussi un effet qui peut être important, c'est les blackouts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il y a vraiment trop d'alcool, je dirais 10-15 unités, mais à vérifier, peut-être même plus 20, je dirais peut-être 20. J'ai beaucoup de blackout, mais je pense que des fois, je ne pouvais pas 20 unités. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est que plus on fait de blackout, plus notre cerveau est disposé à en faire. Ah, ouais. Donc il y a ça. Et il y a l'idée que en fait, le blackout, c'est que notre cerveau n'enregistre pas. Donc c'est des souvenirs qui sont perdus. Ah oui, ça c'est perdu, oui. Perdu. C'est-à-dire, même quand on raconte le lendemain, on se dit mais non, c'est impossible. C'est pas qu'on ne se souvient pas, c'est que vraiment on n'a pas encodé l'information. Qu'est-ce qui fait que le cerveau il n'enregistre plus? Comme ça agit sur le cortex préfrontal, en fait, ça met ce système un peu en pause. Donc les fonctions ne sont plus accessibles. Juste ça enregistre plus, quoi. C'est comme s'il y avait le bouton off sur cette fonction-là. Est-ce que c'est un mécanisme quelque part de protection aussi, où le cerveau il se dit de toute façon là il y a trop d'alcool, je préfère me déconnecter Ah non, je crois pas, je crois que c'est vraiment physique, hein. Là c'est vraiment physique. Ce dont tu parles, c'est plutôt quand on vit un stress intense et que on a l'impression effectivement de ne pas avoir les ressources ou qu'on manque effectivement de ressources. Il y a un effet de dissociation. Et là, il peut y avoir... Là, on est plutôt dans le stress post-traumatique. Mais là, c'est vraiment différent. C'est vraiment physiologique, en fait. Ouais, donc c'est l'alcool qui attaque... le cortex préfrontal qui n'est plus fonctionnel. Et l'alcool bloque le fonctionnement de l'hippocampe qui permet en fait de stocker les souvenirs.
Et il peut y avoir un stockage émotionnel, mais plus du fait du souvenir. C'est pour ça que ça explique aussi les coups de fil aux ex à 3h du matin. Je l'ai jamais fait, hein, je préviens. Jamais, mais je connais des gens qui l'ont fait ou qui appelaient leur boss à 4h du matin pour les insulter. Ça, après, le lendemain, ils regrettaient un petit peu. Quoi. Oui, un petit peu, oui. C'est l'effet C'est désinhibant. pas que dans les films, ça. C'est le self-control, donc là encore, c'est dans le cortex préfrontal. Donc quand c'est levé, voilà. Après, et moi, puis ça nous paraît être une bonne idée à ce moment-là. Ah oui, c'était mais le désinhibant, en fait, chez moi, je sais pas comment c'est chez eux, mais il était trompeur parce que effectivement, j'avais une sorte de timidité. Et je pensais qu'avec l'alcool, ça allait mieux, mais en fait, il me fallait tellement d'alcool pour plus être timide que quand j'étais plus timide, j'arrivais même plus à parler. Je bégayais et du coup, ça servait à rien. L'effet aller parler aux autres, en particulier aux filles, quand on est ado, quand on est jeune, ça marchait pas parce que j'arrivais, je me disais blablabla et je rentrais, je me couchais. Quoi. Donc, je dis, ça servait pas grand chose. Quoi. En termes d'efficacité, c'était pas terrible. Parce qu'il fallait dépasser la timidité. Il fallait tellement d'alcool pour y arriver que c'était blackout. Pas de souvenir. Si un jour j'ai dit des choses, pardon. Oui, et puis ce qui est piégeux, c'est que même quand on se dit allez, ce soir je bois que 2 verres, ça marche pas. En fait, au deuxième verre, on a moins de motivation, moins de self-control, donc plus de pensées un peu permissives, juste un autre, c'est bon. Et on surestime un peu ses capacités, et puis voilà. Je vais juste boire une bière avec les copains. Oui, on la connaît tous, celle-là. Ce n'est jamais juste une bière, ou très rarement. Oui, après, là, on en rigole, mais le problème, c'est que derrière, il y a souvent beaucoup de verres et souvent derrière, on va prendre la voiture, on va rentrer. Et quand on a trop bu et qu'on prend la voiture, on n'est pas juste dangereux pour soi, en fait, on est dangereux pour les autres aussi. Et autant si on se met soi en danger, ok, c'est sa liberté, on va dire, mais quand on met la vie des autres en danger, là, quelque part, c'est la vie des autres. Quoi. Donc, le risque, il est quand même le pari, il n'est pas sur sa vie, il est sur celle des autres, ça me dérange un peu plus. Quoi. Oui, c'est vrai. Et je crois que tout ce qui est initiative telle que SAM, c'est bien rentré dans nos habitudes. Oui, et ce que tu dis, c'est aussi important, c'est-à-dire ça nous fait rire. Et oui, c'est vrai que ça nous fait rire parce qu'on a été conditionné à ça, et en fait, c'est pas drôle du tout. Et c'est vrai qu'il y a encore trop ça. Quand il y a quelqu'un qui s'alcoolise, il fait rire tout le monde et on lui en reparle, et du coup, on le valorise par rapport à ça. Et il y a un peu cette idée de plus tu bois, plus tu vas être valorisé socialement par le groupe, ce qui est un petit peu dérangeant. Et c'est aussi la grande hypocrisie, c'est qu'une fois que la personne est vraiment dans une problématique liée à l'usage de l'alcool, là, c'est la honte et c'est la stigmatisation. Ouais, il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est valorisé, soit c'est vraiment très stigmatisé. On a vu quelques jeunes, en particulier des garçons, du coup, sur Soubero aussi, qui avaient ce problème, qui disaient, j'ai encore trop bu hier, j'ai encore fait des conneries, je m'en veux, j'ai la honte, mes amis ne veulent plus me parler. Alors qu'en fait, j'imagine, comme tu dis, la première fois où ça arrive, c'est drôle. Ah oui, c'était marrant, hier soir, t'avais un peu trop bu, c'était cool, on t'a jamais vu comme ça. Du coup, ah ouais, on va jamais comme ça, donc je suis quelqu'un de différent, de mieux. Et puis après, au bout de la 10e fois, t'es super chiant, t'as encore fait chier toutes les filles, etc. etc. Oui, je vois très bien, oui, c'est effectivement. Mais c'est vrai que j'avais pas trop saisi, j'avais pas compris la nuance entre la subtilité, entre le fait qu'au début, il y a quelque chose qui pousse la personne à le refaire. Et c'est vrai que ça me rappelle qu'au début, c'est vrai que c'est drôle d'être un peu con, et après, au bout de la 10e fois, c'est vraiment plus drôle du tout. Oui. Et après, c'est trop tard, parce que la personne, elle est dans l'addiction et c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Ouais. Oui, et puis il y a plusieurs types de dépendance. Il y a vraiment cette dépendance psychologique où il n'y a pas encore la dépendance physique, c'est souvent la première à arriver, c'est-à-dire c'est cette envie de réguler ses émotions comme ça, d'être désinhibé, voilà, vraiment ce qu'on attend du produit au niveau psychologique, émotionnel. Et après, il y a la dépendance vraiment physique qui peut arriver. Et il y a un autre type de dépendance, c'est comportemental. Donc c'est vrai que resto, vin, soirée, bière, voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place dans nos habitudes. Et du coup, on a beaucoup parlé de boire et de parler des lendemains, mais du coup, les Anglais, ils ont un mot assez cool qui est anxiety. Du coup, si tu peux en dire plus sur ce sujet, parce que je pense qu'il résume bien ce qui se passe vraiment après l'alcool, quoi. Alors ça, c'est souvent, les gens ne comprennent pas. Moi, c'est souvent des jeunes filles que j'ai en consultation qui ont ce phénomène-là. Le lundi, beaucoup plus d'attaques de panique, de crises d'angoisse, sans raison identifiée, sans déclencheur identifié. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que le samedi soir, il y a eu une très grosse soirée. Et ça, c'est exactement ce phénomène. Donc on disait, il y a les GABA qui sont augmentés et le glutamate qui est diminué. Sauf que comme le cerveau, il ne comprend pas, il veut se rétablir, donc le lendemain, il essaie de compenser, des fois trop, il compense trop, et du coup, ce qui crée de l'anxiété.
même sans objet en fait. Donc vraiment, les effets d'une soirée alcoolisée, ça met 48 à 72 heures avant de se rétablir au niveau de tous nos neurotransmetteurs et du fonctionnement normal de notre corps et de notre cerveau. Donc c'est souvent le lendemain qu'on est déprimé et le surlendemain qu'on est anxieux. Mais ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne, je dirais, peut-être 30-40% de la population qui est plus sensible à ça. Okay. Et du coup, et quand ça devient chronique, j'imagine que du coup, c'est un peu comme avec la nicotine, c'est l'anxiété un peu permanente quand il n'y a pas eu la consommation, tant qu'il n'y a pas la consommation. Quoi. Enfin, l'anxiété monte jusqu'au soir, et puis on boit son verre d'alcool, et puis ça redescend. Et puis quand il y a un pic d'anxiété qui vient externe, la première réaction, c'est d'aller boire peut-être trop ou plus. Quoi. C'est ça, et puis quand c'est chronique, notre cerveau s'habitue à fonctionner comme ça. Donc quand il y a un sevrage, il y a vraiment une difficulté au niveau de l'humeur et de l'anxiété, parce que notre cerveau réapprend à fonctionner sans le produit en fait. Et donc avec le temps, ça va mieux. La bonne nouvelle, c'est ça, cette partie-là en tout cas sur l'anxiété, je le vois. C'est vrai que le niveau d'anxiété mon niveau d'anxiété a baissé depuis que je ne bois plus. C'est vrai que j'étais pas quelqu'un de très anxieux non plus. Enfin, je pensais pas être si anxieux que ça, mais c'est vrai que je le suis moins quand même. Donc j'étais quand même. Oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Tout à fait. Parce que c'est pas rien d'arrêter l'alcool ou de le diminuer en fait. Alors on a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous lister les impacts de l'alcool sur la santé? Donc à court terme, il peut y avoir la gueule de bois qui est assez désagréable, la déshydratation, la perturbation du sommeil. Ça, on le sait moins parce que souvent les gens se disent « tiens, je vais boire un petit verre pour mieux dormir ». Et c'est vrai que ça aide à l'endormissement, on s'endort plus vite. Par contre, le sommeil est complètement perturbé, donc il est haché, il est de moins bonne qualité. On rentre moins dans les phases de sommeil lent profond qui sont les phases les plus réparatrices, donc on peut se réveiller encore fatigué, quoi. Et ça, c'est encore une idée reçue qui a la vie dure. Donc ensuite, on a vu toutes les répercussions sur toutes les hormones et les neurotransmetteurs du cerveau, donc le fait que ça peut déprimer et déclencher de l'anxiété le lendemain, etc. Puis ensuite, qu'une tolérance peut se mettre en place et donc vraiment une dépendance physique qui là peut avoir des répercussions, donc qui augmente le risque de cancer, de maladie du foie, de problèmes cardiovasculaires, etc., etc. La liste est longue en fait. La maladie la plus connue ou la plus connue, c'est la cirrhose du foie. Et par le cirrhose du foie, du coup, c'est quoi? Il y a d'autres maladies comme ça très très graves qui peuvent arriver? Plein, et surtout il peut y avoir des démences précoces. Oui. Voilà, donc on peut vers 60 ans avoir le cerveau qui a bien morflé et qui déclenche des démences. Parce qu'en fait, ça va détruire, chaque prise d'alcool peut détruire des neurones et donc petit à petit, le cerveau s'atrophie. Il peut même diminuer de 10-15% de taille. Oui. Surtout que le fait qu'on n'utiliserait que 10% du cerveau est en faux, donc voilà, parce que sinon on pourrait se dire j'ai de la place encore. Si je détruis les 10% que je n'utilise pas, il me reste 90% que j'utiliserai, mais là en fait non, c'est déjà l'autre n'est pas vrai, donc c'est énorme. C'est ça, et ce qu'on sait moins, c'est que le binge drinking amène à ses effets aussi. Atrophie du cerveau. Voilà, atrophie du cerveau, alors que la consommation est moins chronique, donc il peut y avoir cet effet-là. Donc destruction des neurones, du tissu cérébral du cerveau et atrophie cérébrale, qui peut amener jusqu'à une démence très précoce. Il peut y avoir des perturbations sur tout ce qui est motricité, et ça pareil, qui s'inscrivent dans la durée, sur la démarche, sur l'élocution. Voilà, on rigole des fois de voir des personnes alcoolodépendantes dans la rue, les jeunes peuvent se moquer en disant voilà, mais en fait c'est quelque chose qui arrive et qui est une conséquence directe de l'alcoolisation vraiment prolongée et chronique. Et là, j'imagine que malheureusement, les dégâts au cerveau, il y a une neuroplasticité, comme tu disais, mais c'est pas magique, quoi. Ça répare pas tout, quoi. Je pense qu'il faut mieux être dans la prévention, effectivement, mais après, il y a quand même de bonnes récupérations quand on arrête de boire. Donc il y a vraiment le message, c'est prenez le plus vite possible des bonnes mesures pour la consommation, quoi. Oui, tout à fait. Déjà, on peut voir ce qui est agréable souvent et ce qui est recherché, notamment chez les jeunes, c'est qu'il y a une perte de poids dès qu'on arrête ou qu'on réduit la consommation d'alcool. Il y a vraiment un impact sur la longue durée, sur le moral, l'anxiété et sur le bien-être de manière générale, en fait. Donc pour ceux qui pourraient se sentir mal et boire pour se sentir mieux, il faut savoir que
si vous arrêtez de boire, au bout d'un moment, assez vite, vous vous sentirez mieux sans avoir besoin de rien de quoi que ce soit. Oui, mais quand on était dans une alcoolodépendance, il y a quand même un moment difficile à passer. Oui. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Les premières semaines sont difficiles. Il y aura les cravings qui vont arriver, il y aura cette pression sociale à laquelle on va avoir du mal, surtout si on dit à son groupe d'amis j'ai arrêté de boire, là il y aura justement le miroir qui dira non mais vas-y, tu vas pas nous faire ça. Et si, il faut leur faire ça. Oui, et puis notre cerveau qui est habitué à fonctionner avec le produit on peut être très anxieux, très déprimé pendant quelques semaines, d'où l'accompagnement médical qui est à mon avis indispensable, accompagnement médical et psychologique. Et est-ce que du coup, il faut bien choisir ce moment, parce que si on a des examens, est-ce que c'est pas le moment, est-ce qu'il vaut mieux pas choisir bien précisément ce moment où on souhaite arrêter? Alors en fait, il y a vraiment un cycle dans le changement où on passe par différentes phases. Donc la première phase, c'est le déni, c'est moi j'ai pas du tout de problème, donc là on n'est pas du tout prêt à arrêter. Après on est dans cette précontemplation, oui, je bois un peu trop mais je gère, oui, je bois un peu trop mais c'est le seul moment où je me sens bien, donc ça va. Après on peut être dans la préparation, oui j'ai un problème et je vais peut-être chercher des solutions, donc là on commence à s'informer, à regarder des vidéos peut-être comme celle-ci, à télécharger les applications, aller voir son médecin. Et après, on passe à l'action. Donc, on décide d'arrêter. Mais ce n'est pas là qu'on arrête complètement parce qu'il faut, à un moment, trouver des stratégies alternatives. Il faut travailler sur l'affirmation de soi, savoir dire non, travailler sur la dépression s'il y a besoin, sur l'anxiété, sur la régulation des émotions. Comme c'est souvent un évitement émotionnel, il faut travailler tout ça avant l'arrêt. Et une fois qu'on a toutes ces stratégies, souvent la consommation a déjà diminué en fait. Et là, on peut choisir effectivement une date d'arrêt. Et après, il y a l'abstinence, donc le maintien, tout en sachant que la rechute, elle fait partie du processus. C'est-à-dire que ce n'est pas une exception, ce n'est pas un échec, ce n'est pas qu'on est nul, c'est que c'est normal de passer plusieurs fois par l'étape de rechute qui nous replonge à n'importe laquelle des étapes avant. Voilà, peut-être pas le déni. On peut retomber dans le déni, oui. Après avoir passé par toutes les étapes, ils retrouvent dans le déni en disant mais finalement j'en ai plus rien à faire. Oui, c'est ça. Oui. On peut retomber à n'importe quelle étape inférieure. Autant les autres, je le savais, mais je ne pensais pas qu'on pouvait retomber jusqu'au déni. Mais bon, après, pourquoi pas. En même temps, on va dire chacun étant unique, c'est possible. C'est ça. Donc il faut voir vraiment la rechute comme un élément d'apprentissage, en retirer des enseignements pour la fois d'après en fait. Donc finalement, les gens qui ont une rechute, réussir à les faire peut-être revenir à un stade un peu plus avancé que celui où ils seraient revenus normalement, c'est aussi déjà un succès. Si finalement, dans nos outils, souvent en particulier sur Quit, mais Super aussi un petit peu quand on a la rechute, on la prend en compte, comme tu dis, ça fait partie de l'apprentissage. Mais du coup, si on fait en sorte que les gens restent à la limite en préparation, c'est presque un succès. Enfin, c'est pas un succès, mais c'est beaucoup mieux que s'ils retombent dans le déni ou voire avant. Je dirais qu'on prend les gens là où ils sont, mais que les stratégies thérapeutiques, effectivement, sont différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer les mêmes choses à quelqu'un qui est en précontemplation ou quelqu'un qui est en préparation. Donc l'accompagnement psychologique ou médical va être très différent selon l'étape. Voilà. Quand on boit de l'alcool, en particulier de la bière ou autre, on a parlé un peu du sujet de la prise de poids, donc c'est vrai qu'on a tendance à prendre du ventre. En Alsace, on a un mot qui dit virbuche, le ventre de la bière. Est-ce que du coup, il y a des raisons, c'est quoi les raisons derrière ça? Alors, j'ai regardé les études, c'est assez contradictoire. Il y en a certaines qui disent qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'on boit et où va se situer la prise de poids, et d'autres qui disent qu'effectivement, certaines personnes sont plus sujettes avec la bière à stocker dans le ventre. Donc, je dirais que je n'ai pas la réponse, c'est assez... c'est une sorte de légende urbaine. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que l'alcool est calorique et que c'est des calories vides, donc que forcément, ces calories, elles vont être stockées et qu'il peut y avoir cette prise de poids, notamment en plus si on boit des alcools plus sucrés. Mais je pense que c'est plus une question de calories et de métabolisme propre à chacun que l'alcool. En général, n'empêche que quand on arrête de boire, comme on a moins de calories, ou quand on réduit sa consommation, on a moins de calories, donc mécaniquement, on va perdre du poids. Oui, et puis comme on a dit que l'alcool a un effet de désinhibition, en fait, on peut manger plus aussi quand on est alcoolisé. Il y a aussi un impact sur le goût. Quand on boit, le goût est moins prononcé. Donc
enfin là je fais une hypothèse parce que je ne suis pas spécialiste non plus de ça, mais c'est vrai que quand on n'obtient pas de plaisir alimentaire, on a tendance à manger plus. C'est-à-dire que quand on mange par exemple un chocolat de mauvaise qualité, on a tendance à en manger plus qu'un chocolat de bonne qualité. Parce qu'on va chercher du plaisir et que tant qu'on n'a pas obtenu notre plaisir, on va le chercher sur la quantité et pas la qualité. Donc j'imagine que comme on a moins de goût et qu'on n'a plus l'effet désinhibant, on va peut-être manger plus. On voit aussi que on nous dit aussi en commentaire que certaines personnes boivent beaucoup d'alcool et sont très maigres. Et du coup, c'est parce qu'ils sont alcoolodépendants très sévères ou il y a d'autres raisons ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils perdent beaucoup de poids, quoi. C'est vrai qu'il y a deux mécanismes. On peut être gonflé par l'alcool et quand on arrête l'alcool, généralement on voit le visage, il dégonfle, etc. Donc ça, c'est vraiment l'effet de l'alcool. Donc la prise de poids est souvent liée aux calories vides de l'alcool. Mais quand on est dans une consommation vraiment chronique, quand il y a de l'alcoolodépendance, on peut être aussi dénutri. Dénutri à cause de l'alcool et aussi les personnes qui vraiment s'alcoolisent énormément, ça coûte cher, peut-être vont moins bien manger. Il y a des études qui montrent que par exemple, les personnes qui consomment beaucoup de bière ont plus de risques à manger de manière moins équilibrée. Donc plus gras, plus avec moins de légumes, de fruits, etc. Donc ça crée aussi des carences en fait en vitamines, etc. Donc il peut y avoir effectivement des personnes qui sont très dénutries à cause de l'alcool. Ouais, qui choisissent de boire plutôt que de manger, quoi. Oui, mais aussi parce que le corps en fait va pas stocker ce qu'il faut et puis il va y avoir déjà la déshydratation par exemple chez les personnes plus âgées. On voit que cette déshydratation, elle peut aussi avoir un impact sur le métabolisme en fait. Donc il y a beaucoup d'effets de l'alcool qui vont entraîner à long terme une espèce de dénutrition, une alimentation qui va être moins saine et donc des pertes de poids. Ouais. Et aussi un dernier petit point sur cette partie-là, on voit même on constate quand plus on vieillit, plus c'est dur de supporter les gueules de bois. Enfin, on voit souvent, il y a des mèmes sur internet qui disent voilà, l'alcool à 20 ans ou le lendemain les gens sont en forme et l'alcool à 30 ans on voit des zombies. Le lendemain, donc est-ce que le fait de vieillir, on supporte moins l'alcool ? Effectivement, le corps, il est moins performant, donc le corps vieillit, donc a moins de ressources. On voit que la déshydratation, on est moins hydraté quand on est plus âgé, et donc la concentration d'alcool est plus importante dans le corps, et que le foie peut être un peu moins efficace aussi. Donc il y a vraiment cette idée que notre corps, il est au top de sa performance quand on a 20 ans et un petit peu moins quand on en a 40 ou 50. Quoi. Donc à partir de quand on va se considérer comme ayant une consommation à risque Est-ce que par exemple il y a des petits questionnaires qu'on pourrait faire pour s'auto-évaluer pour commencer ? Donc, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de regarder les 11 critères du DSM-5, donc du manuel diagnostic des troubles psychiques. Et on retrouve 11 critères qui sont assez intéressants à questionner. Donc, il y a 11 critères à évaluer sur une période de 12 mois. Si on a 2 à 3 critères, on est sur un trouble léger. Si on a 4 à 5 critères, on est sur un trouble modéré. Si on a 6 critères ou plus, on est sur un trouble sévère. Donc, vous pouvez essayer de calculer au fur et à mesure. Donc le premier critère, c'est l'alcool est souvent consommé en plus grande quantité et plus longtemps que prévu. C'est quand je sors juste une bière et j'en prends 5. Voilà, ou 2, exactement. Ou 3, ouais, okay. Tout à fait. Le désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler sa consommation. Donc c'est ce soir je bois pas et en fait je bois. 3, c'est beaucoup de temps consacré à obtenir, consommer ou récupérer des effets. Donc c'est les gueules de bois, comment je vais en fait réfléchir à comment je vais aller acheter de l'alcool ou planifier déjà. Voilà, planifier. Donc vraiment ça prend de la place dans sa tête et dans sa vie. Ensuite, on a l'envie irrépressible, donc le craving, donc cette forte pulsion, cette envie de boire. L'échec dans des obligations de travail, donc qui ait des répercussions sur le travail ou la vie familiale ou ses loisirs, ses amis. Poursuite malgré les problèmes que ça peut créer, sociaux, interpersonnels. Donc que même s'il y a des conflits familiaux, que même si on a des difficultés dans son entreprise, on va quand même continuer à consommer. Abandon ou réduction des activités importantes qu'on avait avant. Donc des loisirs, du sport, voilà, des choses qui nous faisaient plaisir, on va les réduire progressivement, voire même les arrêter. Usage dans des situations dangereuses, donc conduite, poursuite malgré les problèmes physiques ou psychiques connus liés à l'alcool. La tolérance, donc le besoin de boire
plus pour obtenir les mêmes effets. Et le sevrage, donc si on a des symptômes physiques dès le matin, des tremblements, de l'anxiété, de l'insomnie, des nausées. Donc voilà les 11 critères. De 2 à 3, c'est léger, de 4 à 5, c'est modéré, et 6 ou plus, c'est sévère. Je ne dirais pas combien que j'avais dans ma tête à demander à l'époque. Mais c'est hyper dur parce que c'est regarder aussi sa consommation en face. C'est ça. Et en fait, on a l'idée de l'alcoolodépendant, ça nous paraît loin de nous. Mais en réalité, on peut être dans un trouble d'usage de l'alcool bien avant d'être dans cette image, ce stéréotype. C'est déjà difficile de me rendre compte, de faire le bilan sur le passé de consommateur, mais sur le moment même, si j'avais été confronté à ce questionnaire, je pense que j'aurais été dans le déni. J'aurais dit non, mais c'est n'importe quoi, ou voilà, mais c'est très dur. Et c'est vrai que l'acceptation, c'est un premier pas énorme vers la guérison, en fait, en général. Ouais. On peut essayer de minimiser, vraiment, voire même un peu de négocier, de se dire oui, mais ça c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Comment ça va en général donc, quand on fait des tests, ou comme celui qu'on a fait avant, des SMC11 ou d'autres, c'est préférable d'arrêter entièrement ou d'essayer de réduire? Alors il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui, on est plutôt sur une réduction, bien que pour certaines personnes, ce ne soit pas possible. Et c'est aussi ça qui peut faire peur quand on commence à se questionner sur l'alcool. C'est-à-dire, j'imagine pas ma vie sans alcool. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes patients, c'est de faire des CDD. Et on évalue, on fait un arrêt d'alcool, et puis on se dit un mois. Donc pendant ce mois-là, on se suit régulièrement. Voilà, il y a un suivi psychologique et médical. Et ensuite, on voit si on re-signe pour un mois ou pour 6 mois. Et rien que le fait de se dire je signe pas pour toute ma vie, ça peut être plus facile de s'engager là-dedans. Et généralement, à 6 mois, il y a tellement d'effets positifs que la personne se dit non, mais c'est trop dommage de reprendre maintenant. Et quand on a été trop loin en fait dans le trouble de l'usage d'alcool, des fois c'est extrêmement difficile en fait d'avoir une consommation raisonnée et modérée. Certaines fois, c'est même pas du tout possible parce que ça va réenclencher tout le système. Donc, je dirais que chaque cas est différent et c'est l'histoire de l'équipe pluridisciplinaire et de la personne ou du psy et de son patient. Mais moi, je trouve que c'est plus facile d'arrêter complètement. Mais en projetant effectivement sur du court terme d'abord, ça on l'a aussi un peu dans l'application, on a des missions. Donc les gens peuvent faire au début, l'émission c'est 24 heures sans boire ou une sortie sans alcool et après on peut prolonger. Donc la mission la plus longue c'est 1 an. Et même pour moi à titre personnel, au début quand j'avais... Donc là ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas bu d'alcool. Et au début je me disais bon je boirai un jour. J'avais arrêté d'abord en dry January, puis on l'a prolongé avec ma femme puisqu'on avait vu que l'impact sur le foie il fallait 3 mois pour que ce soit vraiment optimal. Donc on s'est dit tiens on va tenir. Le premier mois est passé plutôt bien, on va faire 3 mois. Après les 3 mois on se dit on fait 1 an. Et après l'année, et donc au début je me dis toujours je reboirai un jour, donc j'en prends à la maison des bouteilles d'alcool plutôt bonnes, enfin des bonnes bouteilles de vin, tout ça. Et je me suis toujours dit quand j'aurai une bonne occasion, je les ouvrirai. Et après, à un moment donné, on a eu une très bonne nouvelle, on n'a pas bu d'alcool, enfin c'était par hasard, par chance on n'a pas bu d'alcool. Et du coup on s'est rendu compte qu'on pouvait célébrer un truc sans alcool, ce qui n'était jamais arrivé de notre vie. Et après, et maintenant dans ma tête, la logique s'est inversée, je me dis plus je boirai certainement encore un jour. Je me dis, quelque part, je vois pas ce qui ferait que je boirais à nouveau. Parce que je vois plus comme dit, et je sais très bien, je me connais aussi. Et je sais aussi que ce verre-là, si j'étais amené à le boire, peut-être qu'il y en aurait certainement probablement d'autres derrière et que je repartirais sur un cycle, ce serait beaucoup plus compliqué. Et par contre, effectivement, au début, si on m'avait tout de suite dit, on s'était dit, on boit plus d'alcool tout de suite, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Ça, c'était se projeter dans le à vie. C'est très 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 difficile Absolument. Et je crois que même si on n'a pas envie d'arrêter, ça peut être hyper intéressant de se faire ces petits défis-là. C'est ça. Un resto sans alcool. Oui. Juste pour voir. Ouais, juste pour voir. Une fête sans alcool. Aller au bar sans alcool. Et une semaine ou voilà. Vraiment ces petits défis, ça peut être hyper intéressant pour justement voir qu'est-ce qui émerge, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées, ces petites pensées permissives. Et même si on n'est pas dans un arrêt, en fait, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous et notre rapport à l'alcool. Parce que c'est assez personnel, mais c'est l'histoire de la charge mentale. Je trouve que c'est beaucoup plus lourd et dur de réduire. Parce que du coup, tu comptes tout le temps, tu dis combien de verres j'ai le droit? J'ai le droit à 2 verres, ok, je vais prendre ces 2 verres. Une fois que tu les as bu, tu te dis mais si j'en bois 3 aujourd'hui, tu négocies. Si j'en bois 3 aujourd'hui, que 1 demain, et étrangement, on négocie toujours avec le futur, jamais avec le passé. Tu vois, on se dit pas, je bois pas aujourd'hui, comme ça demain j'en bois 4. C'est je bois aujourd'hui et je bois ceux de demain, quoi. Et puis le lendemain, on se dit mais j'ai ceux de la semaine prochaine. Et puis voilà, étonnamment, la négociation,
on perd souvent contre soi-même. Donc voilà, c'est vrai que de dire juste je bois pas. Et du coup, c'est vrai que le dry January en particulier, c'est pas mal parce que ça donne une raison assez forte pour dire mais c'est que le dry. Et du coup, on sait que ça a un début, on sait que ça a une fin. Ça peut justifier en soirée, ça peut justifier avec soi-même et du coup, ça donne une force qu'on ne peut pas avoir autrement, quoi. Oui, parce que c'est vraiment l'affirmation de soi, c'est dur. C'est dur de dire non sans se justifier et qu'on n'est absolument pas obligé de se justifier en fait. Oui. Mais il y a cette pression sociale quand même qui est extrêmement importante. L'alcool, c'est la seule drogue où il faut se justifier de ne pas en consommer, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on réfléchit, imagine tu remplaces l'alcool par autre chose, tu dis non, tu prends pas de cocaïne aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Alors peut-être dans certains milieux, c'est peut-être comme ça, mais chez les gens, non, quoi. Donc, est-ce que tu as des... Là, je pense qu'il y a dans les gens qui nous regardent, mais certainement quelques-uns qui malheureusement ont un peu trop de points sur le questionnaire. Donc, est-ce que tu as des choses à leur conseiller? Eh bien, d'en parler à un médecin, sans avoir peur d'être jugé. Et si vous êtes jugé, ce qui peut arriver, parce qu'il y a de bons et de mauvais professionnels, de tout de suite s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais du coup, dans les centres spécialisés, addiction, etc., il y a vraiment des équipes qui sont top, pluridisciplinaires pour accompagner. Mais le premier pas, ça peut être déjà son médecin généraliste. Et de vraiment se libérer de cette honte, parce que cette honte, elle empêche la prise en charge. Ouais. Comme on a honte, on n'ose pas en parler, et du coup, notre trouble ou notre rapport à l'alcool peut être perturbé encore plus, et ça retarde le moment où on va vraiment mettre en place des choses. Donc cette honte, elle est normale, elle fait partie aussi du produit, mais d'avoir confiance dans les professionnels. Et potentiellement de se challenger pour se tester et de voir à quel point la dépendance est forte et voilà, qui donnera aussi des pistes. C'est pas nous qui sommes faibles, c'est le produit qui est fort. Voilà, c'est vraiment important de se dire que c'est le produit qui fait effet, c'est pas nous qui manquons de volonté. La volonté, ça suffit pas, c'est normal. La volonté, c'est fluctuant. Une décision, c'est beaucoup plus... nous, on parle souvent de motivation, parce que c'est vrai que la volonté, ça donne un côté un peu guerrier. La motivation, c'est plutôt un truc qui nous inspire, quoi. Voilà. Mais après aussi, tout ce qui est groupe de parole, j'imagine que dans l'alcool marche pas mal, quoi. Oui, tout ce qui est père aidance aussi, donc tout ce qui est alcoolique anonyme, etc., patient expert. Le fait de voir que quelqu'un a déjà traversé ça, a pu s'en sortir et du coup nous comprend, ça peut aider, parce qu'on se dit un professionnel, il vient, il y a une relation qui est un petit peu asymétrique, alors qu'avec un père aidant ou avec un patient expert ou quelqu'un qui vit les mêmes difficultés en ce moment, on est un peu sur une relation horizontale, donc on peut s'entraîner, se soutenir, échanger un peu les stratégies, les tactiques, donc ça peut être une sacrée aide supplémentaire. C'est aussi un peu ce qu'on a mis dans Sobero, c'est justement ces groupes de soutien où les gens, de façon anonyme, ils s'écrivent et ils se soutiennent. C'est vrai que souvent, c'est vrai quand on échange avec des gens qui traversent la même chose que soi, il y a un côté déculpabilisant et l'effet miroir positif, puisque et puis quand il y en a un qui craque, les autres sont là à soutenir, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça arrive, voilà, et puis ils racontent du coup leurs histoires. Et puis on a aussi des gens effectivement pour qui aller voir le pro de santé c'est difficile, ou même qui vont parler à un généraliste et le généraliste minimisera. Ça arrive aussi encore trop malheureusement aujourd'hui, donc ils se sentiront un peu ou dépassés ou livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça aussi qu'on a créé Sobero, pour avoir un peu ce premier niveau de soutien où les gens pourront se retrouver. Donc dedans, il y aura aussi, on travaille beaucoup sur les compétences psychosociales, ce que tu disais, l'affirmation de soi, être capable de dire non à soi et aux autres, revivre des moments sans alcool, faire le point sur les émotions. Donc il y a un suivi des humeurs et un suivi des émotions quotidien, donc pour que les gens puissent comprendre aussi pourquoi, que c'est normal d'aller moins bien au début. Il y a toutes les challenges, donc de se dire je fais une soirée sans alcool, je fais un week-end en amoureux sans alcool, je fais peut-être une semaine et puis petit à petit se challenger dans des durées plus longues et beaucoup de contenu aussi, puisqu'on sait que c'est important d'éduquer les gens, qu'ils apprennent toutes ces choses qu'on se dit là. Alors c'est pas aussi dense encore, mais il y a beaucoup de contenu et donc aussi pour bien comprendre comment fonctionne l'addiction, déculpabiliser, parce qu'on sait que c'est... Le plus important, c'est de s'accepter pour aller plus loin. Et donc voilà, plus ces groupes de soutien anonymes et un accès à des experts pour échanger et avoir un premier niveau de filtre qui permet ensuite, s'il le faut, d'être dirigé chez le pro de santé, quoi. Oui, et puis c'est hyper important de pouvoir être anonyme, parce que quand on est anonyme, on a moins tendance à minimiser sa consommation et on peut peut-être être plus honnête avec soi-même.
et ça peut débloquer aussi quelque chose après dans le parcours de soins en fait. Oui, et puis même, voilà, nous, le but, on ne demande aucune donnée individuelle, hein. On n'a pas le prénom, pas le nom, pas l'adresse, tout ça, pas le téléphone, donc les gens, ils peuvent rentrer, et on ne va pas prendre de données, on prend des données sur eux, mais pas les données des identifiants, donc c'est pour les aider, c'est pas pour essayer de les exploiter, quoi. Donc on a aussi souvent cette image de, voilà, quand on ferme les yeux et qu'on dit imaginer un alcoolique, hein, ou alcoolodépendant, puisqu'il ne faut plus trop utiliser le mot alcoolique, on a une certaine image, et qu'est-ce qui fait finalement qu'on est alcoolodépendant, quoi. Qu'est-ce qui définit un alcoolodépendant? C'est intéressant cette image parce que cette image de l'alcoolodépendant telle qu'on l'imagine, voilà, hyper stéréotypée, ça nous protège aussi. C'est-à-dire que ça protège notre estime de nous-mêmes. Voilà, c'est pas nous. Nous, on n'en est pas là. Mais ça décale aussi l'entrée dans le soin, ou en tous les cas le fait de se questionner sur sa propre consommation. Donc c'est à double tranchant. Mais tout le monde est concerné en fait. Et je pense que d'avoir un rapport troublé à l'alcool, ça concerne énormément de personnes. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus général et global que ce qu'on peut imaginer, mais il y a un déni collectif par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant? C'est ça, c'est quand on perd notre liberté en fait. Voilà, quand ça prend de la place dans notre tête, dans notre vie, que ça nous prend des moments de vie, quand on n'a plus la liberté de consommer ou de ne pas consommer, pour moi c'est ça, c'est ce qui définit le plus. Quand ça devient, oui, quand tu dis pas, tu bois pas parce que tu dis, je vais pas faire plaisir, mais voilà, quand ça devient automatique, quoi, c'est automatique. Oui, automatique, mais et que ça dirige la vie, parce qu'on se dit, je me rappelle quand je savais plus ou moins dans ma tête combien j'avais de bouteilles de vin à la maison, quand est-ce qu'il fallait que j'en ai à racheter, si un soir, tiens, on va en prendre une de plus, enfin voilà, ça devient en fait comme avec la cigarette, hein, il me reste 3 clopes, il fait moins 10 dehors, mais je vais quand même aller en chercher de l'autre côté de la ville, parce que sinon ça va être l'enfer pendant 2 heures, quoi. Oui, c'est ça, ça prend de la place en temps, en énergie dans notre tête, mais ça nous vole aussi des moments qualitatifs avec nos enfants, ou dans notre travail, ou des moments de sport, des moments de détente, où finalement, petit à petit, ça vient grappiller, ça vient prendre toute la place, et cette perte de liberté. Là, il y avait dans les groupes de Soubéro, il y avait une maman québécoise qui disait, je sais pas, qui avait à peu près la cinquantaine, même un peu moins, ou la cinquantaine, et qui passait des après-midi à avoir trop bu, allongé sur le canapé, et puis ces gamins qui venaient la voir, et puis elle disait, elle avait tellement honte, mais elle ne pouvait pas s'empêcher parce qu'elle était dépendante, donc elle avait quand même réussi après, avec du travail et des pros de santé, tout ça, à aller mieux. Mais voilà, donc c'est vrai que ces histoires-là, c'est terrible, quoi. Enfin, faut pas se laisser. Enfin, là, la perte de liberté, elle est totale. Oui. Et c'est vrai que c'est dur, quoi. Et sur l'image aussi, finalement, cette image de l'alcoolique, entre guillemets, c'est aussi vachement véhiculé par les médias. Et donc, en fait, ça sert à déculpabiliser. Donc, quand on voit dans les films, les héros, ils boivent un Peaky Blinders. Je reviens sur ça parce que je suis dedans. Donc, le héros, il passe leur temps à picoler, mais ils sont toujours forts, ils réfléchissent toujours très vite. Et alors que, à côté de ça, les films avec l'alcoolique, c'est celui qui met sa bouteille dans un sachet en plastique, un sachet pour cacher, ou et qui finalement sera un peu le loser. Alors que la personne qui consomme beaucoup mais qui est forte, en fait, elle existe dans l'imaginaire collectif, quoi. Oui, et ça avait été fait, je crois, pour Oh, I Met Your Mother. Ils avaient calculé combien de verres ils buvaient par épisode et donc par soir. Et c'était quelque chose d'assez... Et encore, mais je trouvais que dans Oh, I Met, je ne trouvais même pas qu'ils buvaient tant que ça, quoi. Enfin, si on compare tous les soirs, ils étaient au bar avec une bière. Hein. Ouais, mais ok, mais d'accord. Ouais, probablement, mais je l'ai quand même moins. Enfin, ça m'a moins marqué que du Mad Men ou que des trucs comme ça, où là, c'est systématique, quoi. Oui, c'est là, c'est ce travail. Parce que Oh, I Met, c'était dans le cadre festif du soir. C'est vrai. Et il y en a d'autres où c'est dès le début. Après, c'était. Ils montrent. C'est une série qui se passe dans le passé aussi, donc quelque part, on peut prendre des libertés, j'imagine. Donc, on parlait effectivement, il y avait le questionnaire qu'on avait abordé avant, 11 questions, mais est-ce qu'il y a d'autres signaux, peut-être, que des gens extérieurs peuvent voir sur les personnes pour se dire, tiens, peut-être que j'aurais parlé avec cette personne et qu'elle a un souci. Alors pour soi et pour les autres, on peut repérer 4 signaux d'alerte. Donc déjà la perte de contrôle, donc le fait de ne pas pouvoir maîtriser sa consommation, on a prévu moins, on boit plus, on n'arrive pas à ne pas boire ou on se laisse dépasser par sa consommation d'alcool. Ensuite il y a la tolérance, donc le fait de devoir boire plus pour obtenir les mêmes effets. Donc c'est vraiment pas une question de quantité, hein, c'est vraiment quelque chose qui est
au-delà de ça. Après, il y a également la culpabilité. Donc la culpabilité d'avoir bu ou de se sentir nul, de ne pas avoir réussi à contrôler. Donc ça, on le voit assez régulièrement. Ça peut aussi prendre la forme d'une minimisation. C'est-à-dire je minimise ma consommation, je la cache. Donc dès lors qu'on est là-dedans, qu'on se cache pour consommer ou qu'on minimise, ça peut peut-être alerter sur la possible présence d'un problème lié à sa consommation. Et le besoin, voilà le besoin. Quand on a besoin de ça pour fonctionner, besoin de ça pour aller en soirée, besoin de ça pour être en forme, ça pose problème. Alors, on a pas mal abordé le sujet de l'alcool, hein, donc j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire ouais, mais j'ai peut-être un souci. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire en premier, par quoi commencer quand on aimerait peut-être changer? Déjà en parler, ne pas rester seul et seul avec sa honte, parce que souvent c'est ça, on a honte, on n'en parle pas, donc d'en parler c'est déjà le premier pas à un proche ou à un professionnel de santé. Il y a vraiment des structures qui sont faites pour ça, donc de ne pas hésiter à les consulter. On peut commencer aussi à évaluer sa consommation, peut-être la noter sur une semaine ou sur un mois, pour voir déjà aussi quelle fonction on donne à l'alcool, en fait. Pourquoi on consomme? Est-ce qu'on consomme pour réguler ses émotions? Est-ce qu'on consomme pour être intégré au groupe? Est-ce qu'on consomme pour oublier? Donc, de vraiment d'essayer de mieux comprendre sa consommation d'alcool, son rapport à l'alcool, pour après pouvoir être plus efficace dans ce qu'on va mettre en place. Si on ne comprend pas ce que ça vient combler, parce que ça vient combler quelque chose, hein, donc si on ne comprend pas ce que ça vient combler, on ne pourra pas le diminuer ou le supprimer. Et c'est là parce que ça marche, voilà, faut le dire, l'alcool ça marche. Ça marche sur le très court terme, c'est vraiment très très efficace au moment où on l'utilise. Donc c'est en ça aussi qu'il ne faut pas culpabiliser, parce que c'est le produit qui est comme ça. Et une fois qu'on a compris la fonction, etc., on peut aussi s'interroger sur le sens que ça a pour nous, par quoi on peut remplacer la fonction de l'alcool. C'est pareil pour la cigarette finalement, hein. Y a une fonction. Si juste on arrête sans apporter ce qu'apportait le produit, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Il y a des compensations dans ces cas-là. Voilà, donc les gens ils vont aller d'autres addictions. On voit souvent de mémoire les gens qui arrêtent, qui arrêtent l'héroïne, ils vont prendre de l'alcool, par exemple, ou alors ceux qui arrêtent la cigarette vont aller manger beaucoup plus, quoi. Oui. Ou même arrêter l'alcool, je pense qu'on peut aussi compenser avec la nourriture, j'imagine. Oui, et c'est pour ça que de comprendre la fonction, ça évite ça. C'est-à-dire que si je vois que je bois ou que je fume pour réguler mes émotions, pour éviter mes émotions et éviter d'être confrontée à ça, si je fais un travail sur moi, sur la régulation émotionnelle, ça va venir compenser cette fonction-là. Si je bois pour être désinhibée, pour pouvoir parler en soirée, pour pouvoir être en contact, en lien avec les autres, ce qui est souvent le cas des jeunes, si je fais un travail sur ma confiance en soi, ma confiance en moi, mon estime de moi, je vais moins avoir besoin de l'alcool pour obtenir ça. Donc il y a vraiment tout un premier travail de repérage de la fonction, de ce qu'on recherche dans l'alcool, des effets attendus qui sont bénéfiques, mais aussi des effets délétères, des effets négatifs qu'on peut percevoir. Et ça, c'est vraiment la première étape pour ensuite pouvoir combler ses besoins d'une manière différente. Et si on comprend, après on arrive aussi à traiter les causes, et quand on traite les causes, finalement le désir de consommer sera moins fort, puisqu'on aura plus l'effet sera obtenu différemment. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Oui, puis se questionner aussi sur ses valeurs. Donc les valeurs, c'est un peu la boussole de vie, ce qui donne du sens à notre vie, et de voir est-ce qu'on est aligné avec cette consommation en fait. Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Souvent, c'est pas l'alcool, et au contraire, quand on consomme de l'alcool, on se rend compte que les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie, on s'en éloigne. Ouais. Par exemple, je sais pas, la famille, c'est important pour moi, le sport, le fait de... Les autres loisirs, lire quand on a bu le soir, on n'arrive plus à lire. Par exemple, ouais. Et donc, si on se rend compte de ça, on va se questionner sur est-ce qu'aujourd'hui, je suis alignée avec mes valeurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, ça donne du sens à ma vie? Et on se rend compte que souvent, l'alcool, ça éloigne de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, on est déprimé quand on n'est plus aligné, donc on consomme. Donc, encore ce cercle infernal. Mais ce ne serait pas pour ça qu'il y aurait dans ces soirées étudiantes où finalement la consommation d'alcool est valorisée? Il y a malheureusement encore dans certaines études, certaines branches en particulier, mais j'imagine partout, où le fait de consommer, c'est limite, il
y a un côté identitaire très fort, quoi. Oui, Et c'est valorisé, quoi. Oui, lui, il boit beaucoup, et ça, ouais, elle boit, tout ça. Et ça, je vois trop, nous, en tant qu'adultes, c'est difficile parce que notre message, il n'aura pas beaucoup de portée, puisque c'est, ouais, mais vous êtes des vieux, et on fait, vous aussi, à votre époque, certainement, oui, malheureusement, mais nous aussi, où on a beaucoup tout simplement trop bu. Et voilà, donc c'est un peu différent. Donc on les voit se détruire, ou on les voit valoriser la consommation, et on n'a pas trop d'armes, même de prévention, sur cette âge particulier qui est assez structurant quand même pour la suite, quoi. Oui, il y a un effet un peu rite de passage, quoi. Ouais, Il y a c'est un ça, truc ouais. culturel aussi. Effectivement, dans certaines études, dans certains milieux, il y a les soirées étudiantes. Oui, donc ça c'est une vraie réalité. Je sais pas si à notre échelle on peut complètement supprimer ou réduire ça, mais déjà informer, c'est important, et réduire le risque. Donc c'est ce qu'on disait, la réduction du risque, c'est ça qui est hyper important. Donc de bien s'hydrater, même si on boit que, je sais pas, 6 verres au lieu de 12, eh ben, c'est déjà vachement mieux. Donc tout est bon à prendre en fait. Ce qui est difficile sur la population adolescente et jeune adulte, c'est que les conséquences à long terme, ça n'a pas, voire peu d'impact. Donc la prévention, elle est plutôt effectivement sur les risques immédiats, comme la sécurité routière, le risque aussi d'agression sexuelle, etc. Et ça, c'est important parce qu'on a trop souvent dit, oui, tu as trop bu d'alcool, donc tu te mets en danger, donc tu dis pas non, donc tu prends le risque d'avoir un rapport sexuel. Mais c'est mettre la responsabilité sur la personne qui boit, et ça, je trouve ça atroce, parce que même si on est alcoolisé, ça ne donne, c'est pas une excuse. Voilà, le consentement, si quelqu'un est alcoolisé, c'est un non-consentement. Et du coup, c'est vrai que on parle beaucoup du côté social, qui est très très ancré. Donc c'est vrai que là, on avait les fêtes de fin d'année, on va avoir au printemps envie de boire du rosé, les fêtes, les mariages. Et donc comment est-ce qu'on peut mieux gérer ces moments-là? Si je me sens vraiment trop en fragilité et que je sais que dans cette situation, on va me pousser et que je ne me sens pas encore suffisamment fort ou forte pour refuser, de ne pas y aller, c'est ok. D'être dans l'évitement, dans un premier temps, d'accord. Ensuite, je pense que ça peut être bien de l'avoir testé dans des milieux où on est un peu sécure, quoi, avec des gens qu'on connaît, avec des gens bienveillants. Après, c'est toujours se questionner, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? C'est-à-dire que dans des milieux où on se sent bien, on peut le dire aussi, et même avertir les gens. Comme ça, on fait passer la demande avant. Par exemple, voilà, j'ai arrêté de boire, j'aimerais bien qu'on ne me propose pas d'alcool. Est-ce que vous pouvez prévoir des softs pour moi, voilà. Ou d'amener son propre soft d'ailleurs, c'est ok aussi. Mais de prévenir, quand on sent que l'entourage est bienveillant et peut comprendre, ça évite le jour J d'être confronté. Voilà, tout le monde est prévenu et a cette idée de comment on a envie qu'on se comporte avec nous. Mais c'est pas toujours possible. Donc dans les autres situations, ce qui peut être pas mal, c'est de lister les risques, donc les situations à risque qui vont certainement se produire. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'y arriver préparé en fait, de se préparer à ça. Parce que ça va être dur, parce qu'il va y avoir du craving, parce qu'il va y avoir de la pression sociale. Donc de vraiment lister toutes les situations qui peuvent arriver et qui peuvent entraîner un risque pour ça, et de s'y préparer mentalement, soit de visualiser la scène, d'avoir des phrases aussi déjà, de voir comment on va parler de sa non-consommation. Est-ce qu'on va l'esquiver et mentir et effectivement prendre de la bière sans alcool ou un soft sans dire que c'est un soft? C'est aussi ok de faire ça, ou si on va assumer et dire non, j'ai pas envie de boire ce soir, sans être obligé de se justifier. Ça, c'est important, on n'est jamais obligé de se justifier. Mais ça demande quand même un certain travail sur soi et sur la confiance en soi. J'avais une connaissance qui disait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il était assez jeune et il prétextait une maladie chronique, il disait qu'il avait un Crohn, alors il l'a peut-être, et que du coup il ne buvait pas. Ah oui, donc il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'alcool. Voilà. Mais donc du coup ça va aussi de dire finalement qu'on a une maladie qu'on n'a pas vraiment, mais juste parce que ça évite les questions. Alors c'est mieux d'accepter de dire je bois pas, mais pour ces gens pour qui c'est très très difficile, ils peuvent aussi se dire je suis sous traitement pendant une semaine, ou voilà, ils peuvent aussi. Oui, on peut faire ça. Après moi je suis un peu mitigée parce que c'est se justifier, c'est comme si on avait besoin d'une raison pour dire je bois pas. Okay. Et je trouve ça un peu gênant, mais si dans un premier temps on passe par ça, oui c'est ok. Pareil comme le fait de mentir sur le fait qu'on boit ou qu'on boit pas, voilà, c'est de la bière, est-ce que c'est de la bière avec ou sans alcool? Si on se sent mieux
de passer par cette étape, c'est OK. Mais je pense qu'il faudrait normaliser le fait qu'on n'a pas envie de boire ou qu'on arrête de boire ou qu'on a eu un problème avec l'alcool. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'être au clair avec son pourquoi. Donc on parlait des valeurs, c'est vraiment ça. C'est d'aller à la soirée, voilà, pourquoi pas même le marquer sur son téléphone. Voilà pourquoi je décide de ne pas boire ce soir. Et se raccrocher à la valeur importante. Est-ce que c'est la valeur santé, la valeur famille, peu importe, mais de se rappeler de son pourquoi et de pouvoir le relire au moment où on va être tenté, où les pensées permissives vont arriver, parce qu'elles vont arriver. C'est normal qu'elles arrivent. Et puis de ramener sa propre boisson, ça avait marché aussi. Hein. Quand on allait chez des amis pendant le dry ou l'avant-dernier dry, on ramenait une bouteille de bulle sans alcool. Et du coup, on expliquait qu'on ne buvait pas d'alcool. Alors c'est pendant le dry January, donc c'était facile. Et, donc on s'est entraîné pendant le dry January, puisque du coup ça donnait l'excuse et les gens ils goûtaient, mais c'est super bon, on ne savait pas. Donc même après, pendant 5 minutes on parle du fait qu'on ne boit pas. Donc, et après, une fois que les 5 minutes sont passées, le reste de la soirée elle passe nickel. Donc quand on reçoit des gens à la maison qui boivent de l'alcool, on leur sert du vin. Il n'y a pas un côté intégriste. Oui, et on pourrait croire en fait que ça va être dur tout le temps de s'affirmer sur sa non-consommation ou la réduction de sa consommation. Et en réalité, c'est les premières fois que c'est dur et ensuite ça va être intégré par l'entourage. Donc on s'imagine. Après, ils savent, moi au foot, je bois plus d'alcool. Quand j'ai commencé à jouer au foot avec eux, je buvais de l'alcool. Un jour, j'ai arrêté d'en boire. Ils n'ont pas posé plus de questions que ça. Et puis, il y en a d'autres qui ne boivent pas, pour des raisons ou religieuses ou autres, ou de santé. Et puis, en fait, ça passe très bien. Tu as déjà un peu donné des pistes sur ça, mais le plus dur, c'est les autres qui vont prendre juste ce verre ou comment se justifier. Et tu as déjà un peu dit d'avoir des phrases toutes faites. Donc, toi, tu penses qu'une des bonnes stratégies, c'est effectivement se préparer et avoir des phrases toutes faites. C'est ça, se préparer, avoir des phrases toutes faites et choisir sa stratégie. Est-ce qu'on esquive, est-ce qu'on ment ou est-ce qu'on assume on peut aussi utiliser l'humour, se dire je mets mon foie en RTT. On peut aussi essayer un peu de s'esquiver avec l'humour. Et après, il y a aussi une autre stratégie que nous on recommande de temps en temps, c'est d'avoir un allié, donc quelqu'un avec qui on s'entend bien, qui sait qu'on ne boit pas et qui peut aussi à ces moments-là ou faire de l'humour ou juste dire non mais c'est normal qu'il ne boit pas, l'embête pas, c'est son choix et puis de soutenir. Ou qui, quand on est proche de craquer, peut aussi dire non attention, tu as dit que tu ne buvais pas, ne bois pas, une sorte d'ange gardien qui nous ramène à nos valeurs et à notre décision. Oui, c'est une bonne stratégie. Oui. Après, il y a une autre situation où les gens ils ont peut-être tendance à boire, où je me projette, mais c'était après une journée, se dire voilà, c'est le moment où tu l'expliquais un petit peu, ce verre qui va vous calmer, le gamma, du coup les gammas vont monter, vont baisser, je ne sais plus. Et ça va générer du calme et de la paix pendant un temps avant que ça aille moins bien, mais au moins pendant 5-10 minutes, ça va générer quelque chose de positif. Donc, est-ce qu'il y a des rituels qui peuvent remplacer ça ou des choses qui peuvent remplacer ça? Oui, c'est intéressant effectivement là encore de voir quelle est la fonction qu'on recherche. Donc si c'est le fait de se calmer, de s'apaiser, eh bien pendant un temps on peut essayer d'autres stratégies. Ça peut être la méditation en pleine conscience, ça peut être du yoga, un peu de sport, ça peut être aussi de se poser, lire un livre avec un thé, d'essayer en fait un autre chemin. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ancré des habitudes, c'est comme si la première fois, on marche dans la nature, ça fait un petit chemin, mais tout de suite, hop, les herbes se remettent dessus, on ne voit pas la trace. Mais plus on va marcher sur cette trace-là, plus ça va devenir des fois une autoroute, et ce qui crée l'automatisme. Je rentre chez moi, hop, je bois. Et donc, pour créer un nouvel automatisme, il va falloir reprendre le même cheminement, c'est-à-dire faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour que ça vienne remplacer l'autre chemin qui est le chemin le plus évident et le plus facile, en fait, le plus direct. Donc ça passe beaucoup par l'expérimentation, par le fait de trouver d'autres moyens d'atteindre cet état de détente. Peut-être aussi, c'est un signal sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'évaluer sa charge mentale, d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui, dans notre quotidien, génère du stress, comment le réguler autrement, ou changer des choses pour que notre vie soit différente aussi. Et donc, dernier point aussi, une dernière fonction principale de l'alcool, c'est se désinhiber et être capable d'aller en soirée et tout ça. Donc, est-ce que pour ces gens-là, il y a des choses qui pourraient faciliter leur vie? Oui, ça serait questionner effectivement sa confiance en soi, son estime de soi. Donc, quelles valeurs on se donne, comprendre qu'est-ce qui bloque dans la relation avec les autres, parce que c'est en fait une recherche de lien, une recherche de connexion. Donc, de voir un petit peu quelles sont les peurs, de lister quelles sont les peurs et qu'est-ce que l'alcool vient lever comme peur.
Donc souvent, effectivement, c'est le fait de ne pas oser, voilà, d'être un peu bloqué et de voir que il y a des pensées un peu automatiques qui se mettent en place. Je vais me prendre un vent, ou je vais paraître nulle, ou je ne suis pas assez intéressant ou intéressante, on risque de me rejeter. Et donc ces pensées, elles vont avoir un impact sur l'émotion, ça déclenche de l'anxiété. Et donc face à l'anxiété, on est en train de souffrir, on a deux choix, souffrir ou pas souffrir. Donc je crois que c'est un peu normal de choisir de ne pas souffrir. Hein. Ah oui, je pense que c'est... Donc la la facilité, effectivement, c'est d'être dans l'évitement émotionnel, de ne pas y aller du tout, d'être dans la passivité ou de prendre un verre d'alcool. Ouais. Mais eh bien justement, si on analyse tout ce système-là, eh ben on a 3 endroits où on peut travailler. On peut travailler sur ces pensées automatiques, donc le fait de les remettre en question. Si je me dis je suis nulle, je ne suis pas assez intéressante, etc., on peut essayer d'aller voir les preuves de ces pensées ou les contre-preuves, ou de se dire qu'une pensée, ce n'est qu'une pensée en fait, c'est pas une réalité. On ne cherche pas forcément une pensée positive, je suis la meilleure, je suis la plus forte, mais au moins de rationaliser cette pensée. On peut travailler sur la régulation émotionnelle, donc qu'est-ce que je fais quand j'ai de l'anxiété, comment je peux accompagner mon anxiété plutôt que d'essayer de la supprimer. Et après au niveau comportemental, ça peut être progressivement de se fixer des petits défis, alors pas forcément déjà en soirée, mais ça peut être lister tout ce qu'on a du mal à faire, tout ce qu'on évite de faire, et de commencer à se donner des petits challenges. Ça peut être juste de dire bonjour à la boulangère, là où avant on ne le disait pas, quoi. Ça peut être poser une question en classe si d'habitude on ne le faisait pas. Ça peut être d'aborder quelqu'un dans une queue de supermarché pour parler d'un truc, voilà, du small talk. S'entraîner comme ça progressivement pour augmenter ses compétences, ses habilités sociales, ses compétences sociales, et se sentir plus en compétence, même sans l'alcool, à ensuite en soirée. Se rendre compte que sur des petites interactions, il n'y a pas de dégâts, qu'on n'est pas rejeté, que ça se passe, qu'on est capable de dire des choses, que après au bout d'un moment, que cette boulangère elle dira bonjour aussi, etc. Se rendre compte que finalement, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de risque à s'exposer. C'est ça, en fait ces pensées, soit je les reformule moi-même, enfin je vais essayer de les restructurer ou de prendre de la distance vis-à-vis d'elles, soit je vais les challenger, les mettre en situation pour me rendre compte. Un peu comme un scientifique, hein, j'ai une hypothèse, je formule mon hypothèse et ensuite je refais, et puis ensuite j'en tire une conclusion. Donc c'est assez intéressant d'essayer de fonctionner comme ça. Il peut y avoir aussi un travail attentionnel parce que en fait on a tous des capacités attentionnelles différentes, mais elles ne sont pas illimitées. Donc on pourrait dire qu'on a 100% d'attention, et notre attention, quand on est en relation sociale, elle est divisée entre 3 choses. Là je suis en train de te parler, donc il y a une partie de mon attention qui est focalisée là-dessus, mais j'ai aussi une partie de mon attention qui est focalisée sur moi, sur ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Tiens, je suis un peu fatiguée, j'ai fait de la route, ou j'ai la gorge qui me gratte. Mais il y a aussi une partie de mon attention qui est focalisée sur tout ce qu'il y a autour de nous, les caméras qui filment, etc. Donc finalement, mon attention, elle est divisée sur ces 3 choses-là. Mais là, j'ai à peu près 80% de mon attention focalisée sur ce que je suis en train de dire. Voilà. Et quand on est anxieux social, le plus souvent, en fait, notre attention, elle est trop focalisée sur nous. Parce que à la machine à café, je suis en train de me dire « Oh là là, ce que j'ai dit, c'est pas intéressant. Est-ce que je suis pas en train de rougir? Ah mais lui, il a une vie tellement plus sympa que la mienne. Oh là non, mais t'as pas dit ça, mais pourquoi t'as dit ça? T'as l'air con. » Et en fait, toute cette attention que je porte sur moi, je la porte pas sur l'interaction. Et du coup, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Tu vois, c'est que non seulement je suis moins à l'aise socialement, mais en plus, je porte trop d'attention sur moi et mon anxiété, ce qui fait grandir mon anxiété et ce qui me déconnecte aussi de la discussion. Donc ça s'entraîne également. On peut le travailler en thérapie pour petit à petit réussir. Finalement, c'est comme un projecteur de lumière, l'attention, et on peut apprendre à tourner l'attention vers ce qui est important à ce moment-là et moins faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Parce que ce n'est pas forcément des vérités, voire même presque jamais. C'est une compétence utile, ça, d'être capable de réorienter les 100%, de les mettre comme on voudrait. C'est jamais 100%, mais on peut commencer par un truc très bête, c'est quand on regarde la télé pendant les pubs, tu vois, d'habitude quand on regarde la télé, on est à peu près à 80-90% sur la télé, et là on peut faire varier le projecteur en faisant comme si la télé c'était l'autre, tu vois, on part de ce postulat-là. Donc 80%, 90% sur la télé, puis pendant 5 secondes, 80-90% sur moi. Donc je vais essayer de faire ma respiration, les pieds dans le sol, comment je suis assise dans mon canapé, puis ensuite pendant 5 secondes, tout en regardant la télé, ce qui se passe autour de moi, est-ce qu'il n'y a pas des bruits dans la rue, des odeurs, et je switch comme ça.
Ah, et donc tu apprends finalement à être à multitâche, quoi, quasiment. C'est pas multitâche, c'est Ou j'apprends à muscler. Voilà, doser le focus, quoi. Ah oui. je muscle ce Ah oui, qui tourne le projecteur, le muscle qui tourne le projecteur. Et comme ça, après, on peut le faire aussi en situation sociale pas anxiogène, et ensuite on peut le faire en situation sociale anxiogène. Dès que hop, je reviens sur mes pensées, je peux observer, elles sont là, je les crois pas, ce sont que des pensées, et je refocalise mon attention sur la discussion. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise socialement, par exemple. Alors voilà, donc comme ça devient une petite habitude, hein, donc on va maintenant te poser, on a des comptes sur les réseaux sociaux, hein, on a souvent des gens qui nous répondent et nous posent des questions, et donc là l'idée c'est de prendre quelques questions et de leur répondre directement. Et donc voilà, donc je réagissais à cette vidéo de Gaël où je disais qu'effectivement il n'y a pas que le type d'addiction où on boit tous les jours de façon systématique et on va chercher de l'alcool quand on n'en a plus à la maison, mais il y a aussi ce qu'on disait pendant l'entretien, l'interview, c'était que le binge entre autres c'est aussi une forme d'addiction. Donc suite à ça, Eric nous a fait un petit commentaire, une question. Donc il disait non, ce n'est pas ça l'addiction. Je vais presque toujours chercher du vin quand il n'y en a plus. Mais si je suis en voyage, que je ne peux pas boire pendant 2 semaines pour n'importe quelle raison, antibiotiques, etc., je n'ai aucun manque, donc pas d'addiction. Donc il y a différents types de dépendance. La dépendance physique qui est liée au manque, mais ce n'est pas toujours ça, parce que c'est vraiment plus une perte de liberté par rapport à sa consommation. Donc la dépendance psychologique est la première en fait à s'installer, et la dépendance aussi comportementale. Donc là, si quand il n'y a pas d'alcool, on va systématiquement en chercher, on est un peu dans cette dépendance psychologique, d'être dans l'anticipation de boire qui déclenche de la dopamine déjà en amont, puis ensuite qui en déclenche aussi quand on boit. Mais si on ne peut pas boire pour une raison qui est indépendante de notre volonté, pour le cas d'Eric, c'est un antibiotique, un voyage, je ne peux pas boire comme d'habitude, et ben, je n'ai pas de manque physique. Donc il n'y a pas cette dépendance physique, mais il y a la dépendance comportementale et psychologique qui certainement sont déjà un petit peu là. Et il pourrait par exemple se tester en disant pendant 3 jours à la maison, je ne bois pas de vin par exemple le soir. Oui, par exemple. Pour voir comment il se sentirait émotionnellement et comportementalement et voir si effectivement, comme il le dit, il n'y a pas de dépendance. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a une habitude qui est prise à la maison, je bois tous les soirs et s'il n'y a plus d'alcool, je vais en acheter. Donc c'est une très bonne idée de se dire, tiens, déjà même une soirée à la maison sans boire, qu'est-ce que ça fait quand je choisis de ne pas boire, pas dans quand ça m'est imposé. Où j'avais l'habitude de boire, parce que le côté, effectivement, du coup, c'est comme la cigarette, hein, des fumeurs, ils sont capables de tenir 12 heures dans un avion sans fumer parce qu'ils savent qu'après les 12 heures, ils vont fumer, parce qu'ils savent qu'avant, ils vont fumer et qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Donc quand c'est interdit, c'est beaucoup plus simple. C'est pas eux, c'est comme c'est une motivation externe, on leur impose, c'est une imposition, ils savent qu'il n'y a pas de choix. Pareil, antibiotiques, il n'y a pas de choix, quoi. Et donc voilà, donc peut-être un petit challenge, effectivement, un soir, puis 2 soirs, et puis voir comment ça se passe. Donc là, une autre vidéo, je parlais de mon choix, pas mon choix qui s'est fait naturellement de me dire, non, je vois pas le truc, pourquoi je reboirais. Et donc un autre Eric nous a fait un commentaire qui disait, voilà, pour moi, ça va faire 5 semaines que j'ai arrêté, je vais avoir un anniversaire dans 1 semaine. Je pense qu'il ne faut pas comprendre, car à la base, je suis un super fêtard. Comme mes potes, avez-vous des solutions à me donner? Alors, c'est bien de se poser la question, effectivement, parce que c'est une situation à risque. Ça dépend vraiment du rapport que tu entretiens avec tes amis. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient être capables de comprendre, voire même de te valoriser par rapport à ça, ou pas? C'est extrêmement différent. Moi, j'ai une amie qui a eu des problèmes d'alcool et elle a fait le choix d'en parler librement, même quand elle va dans les restaurants, dans les bars, elle en parle parce qu'elle elle œuvre aussi pour prévenir, pour informer. Et tout son entourage, toute sa famille et tous ses amis étaient vraiment hyper contents qu'elle arrête de boire, tellement qu'elle se mettait en danger et tellement que c'était compliqué. Donc normalement, si tes amis sont vraiment bienveillants, ils devraient être contents pour toi. Donc n'hésite pas, pourquoi pas, à les prévenir à l'avance pour qu'ils puissent s'adapter à ton besoin. Si tu as envie de pas du tout en parler, fais passer le message par quelqu'un en disant voilà, j'ai arrêté de boire, j'aimerais bien qu'on ne me propose pas d'alcool et qu'on ne m'en parle pas. Ça peut aussi libérer, de se dire voilà, j'ai donné ma directive, les gens vont la respecter. Sinon, ça peut être juste de dire qu'on ne boit pas ce soir. Il n'y a aucune obligation à se justifier. Tu peux simplement affirmer le fait que ce soir tu ne bois pas, ou tu peux utiliser aussi l'humour en disant voilà, j'ai mis mon foie en RTT, ou aujourd'hui j'essaie une nouveauté, je fais le dry January avant l'heure. Voilà, on peut aussi inventer des petites phrases qu'on prépare à l'avance qui utilisent l'humour un peu pour esquiver les questions.
Et je pense que si les personnes n'acceptent pas que tu aies arrêté de boire, finalement, ça pose aussi question sur cette relation qu'il y a entre vous. Et souvent, en fait, c'est parce que ça les renvoie à leur propre consommation. Donc c'est quelque chose qui peut être assez violent pour eux ou elles, de se rendre compte que leur consommation aussi peut être problématique. Donc souvent, ce premier choc d'étonnement, surtout si on était habitué à boire beaucoup, il peut questionner la personne elle-même sur sa propre consommation. Et donc ça, c'est vraiment, ça appartient à l'autre, ça ne t'appartient pas à toi. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Et essaie de te rappeler de ton pourquoi. Pourquoi tu as arrêté de boire, pourquoi tu ne veux pas reboire à cette soirée. Vraiment, note-le sur ton téléphone, relis-le autant de fois que tu veux. J'aime bien cette idée aussi de s'écrire une lettre à son futur soi. Là, tu es aujourd'hui, tu sais pourquoi tu ne veux pas boire. Et bien peut-être que si tu t'écris un petit message dans ton téléphone au futur toi qui va être vacillant, qui ne va plus trop savoir, et ben ça va t'aider à te parler, à te donner la motivation, à te donner les raisons de pourquoi tu veux continuer à être abstinent. Et il peut ramener une petite boisson sans alcool s'il veut rester inclus et trinquer avec les gens, une petite bière sans alcool, un vin sans alcool, n'importe quoi. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Sous cette même vidéo, un autre commentaire sur celle-ci de Foufigne qui dit je bois seul chez moi à partir de 13h. Je n'arrive pas à arrêter, je n'ai pas la motivation. Comment faites-vous? J'ai 66 ans. Déjà, bravo de réussir à en parler et d'avoir ce courage de regarder cette consommation en face et de voir que c'est un problème. C'est vraiment le premier pas que de réussir à être honnête avec soi-même. Donc déjà bravo, et ça montre qu'il y a une envie de prendre ça en charge, mais qu'aujourd'hui peut-être tu manques de stratégie. Donc tu vois qu'il y a un problème et tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu es dans cette étape du cycle de changement où tu es en préparation. Donc c'est génial, ça veut dire que bientôt tu seras prête à arrêter si tu trouves le bon accompagnement. Ce que tu peux faire déjà, c'est lister les bénéfices aujourd'hui à ta consommation, le pourquoi tu bois, qu'est-ce que tu recherches comme effet, et les inconvénients. Ça pourra t'aider à voir un petit peu où tu en es par rapport à l'alcool, et tu peux faire la même chose avec l'arrêt. Qu'est-ce que l'arrêt t'apporterait comme bénéfice et qu'est-ce que l'arrêt entraînerait comme inconvénient. Et ça peut te permettre déjà de voir si aujourd'hui tu as beaucoup plus d'inconvénients à boire ou davantage à boire, etc. Et ça peut t'aider ensuite à trouver les bonnes stratégies. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà d'en parler à ton médecin généraliste ou à un psychologue pour qu'il t'accompagne dans cette démarche et construire ensemble un plan d'attaque pour t'aider à te libérer de cette consommation. Et donc j'avais fait une autre vidéo sur le fait de pourquoi est-ce qu'on buvait pour la détente, tout ça. Effectivement, on en a parlé pas mal pendant l'interview. Et donc Nathalie nous a dit sur cette vidéo que l'idée de boire un verre, ça fait plaisir. Ça le faisait à mon père et ça me l'a fait aussi. J'étais très joyeuse quand je savais que j'allais boire. Donc ça rejoint beaucoup ce qu'on a dit. Et je pense que c'est ça qu'on prend pour la détente. Le fait d'attendre ce verre, de se réjouir, puis d'apprécier tellement fort que ça fait du bien en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est le circuit de la récompense. Donc ça envoie de la dopamine et donc ça encourage à reconsommer. Et il y a cette attente du produit. Donc quand on sait qu'on va consommer, quand on anticipe cette consommation, il y a déjà de la dopamine qui est enclenchée aussi. Donc ça renforce doublement. Donc c'est vraiment assez typique, c'est-à-dire le plaisir à imaginer et le plaisir aussi à boire. Donc ça ancre ce mécanisme et ça encourage à consommer toujours plus. Donc, j'avais fait une autre vidéo où je parlais effectivement de la prise de poids, perte de poids, ce qu'on disait, que certains alcoolodépendants avaient été très maigres et qu'à contrario, quand on arrêtait de boire, on perdait du poids. Donc c'était un peu dur à comprendre ou à saisir la subtilité. Donc on avait plusieurs commentaires. Je ne comprends pas, ils sont maigres ou ils sont gras. J'ai connu des alcooliques avec un gros ventre. Sauf que je suis en dépression depuis 7 ans et ensuite addiction à l'alcool avec antidépresseurs, anxiolytiques, Valium, j'ai pris du poids. Deuxième passage en clinique et 3 mois après, 1 kilo de perdu. Après une autre personne qui a dit moi j'ai jamais maigri, j'ai mon ami très alcoolique qui est très maigre. Donc on voit que cette relation au poids est très compliquée. Il y a des différences individuelles, c'est certain. Après l'alcool, c'est des calories vides. Donc je crois 7 calories par gramme, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est des calories qui n'apportent rien. Donc souvent, effectivement, les premiers effets, c'est un peu de gonfler. Et d'ailleurs, souvent, il y a vraiment le visage qui peut être assez marqué, notamment. Donc quand on arrête ou qu'on réduit sa consommation d'alcool, il y a moins
de calories consommées, donc on peut perdre du poids. Mais quand la consommation est très chronique, en fait, l'alcool perturbe tout notre corps et aussi notre absorption de certaines vitamines, etc. On peut être en carence, on peut aussi moins bien manger. Manger de manière moins équilibrée, etc. Donc il peut y avoir effectivement certaines personnes qui peuvent être très amaigries à cause de leur consommation. Donc ça dépend de son type de consommation, ça dépend aussi de son métabolisme, ça dépend aussi de ses habitudes alimentaires qui peuvent être modifiées par la consommation d'alcool. Donc, ouais, donc Delphine, on arrive à la fin de l'interview, hein. C'était super intéressant. Je pense que les gens qui ont regardé jusqu'au bout ont appris beaucoup de choses pour eux, pour leurs proches, pour leurs amis. Voilà, donc est-ce que tu aurais un mot de la fin? Peut-être juste de se questionner sur sa consommation, son rapport aux produits. Déjà juste ça, c'est énorme. Il n'y a pas forcément besoin de faire des grands pas. Chaque petit défi, chaque petite question sur la fonction, sur ce qu'on en attend, sur les répercussions sur nous, les bénéfices, aussi ce que ça nous coûte, parce que ça nous coûte en temps, en énergie, en argent et aussi en moment de vie, d'évaluer un petit peu tout ça régulièrement pour savoir où on en est. Un très beau mot de la fin. Donc, petit rappel, hein, Delphine est très présente sur les réseaux, donc on va partager tous ces comptes en commentaire et en description de la vidéo. Donc vous pourrez la retrouver là-bas. Et donc petit rappel aussi, nous, donc on publie régulièrement du contenu sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à liker, à partager. Ça nous aide beaucoup, ça aide d'autres personnes. Et surtout, c'est de la prévention. Donc le but, c'est que ça aide